Alors, aujourd'hui, on se voit pour une petite conférence pour parler de téléphone portable. Alors, je vais me représenter, même si on vous l'a déjà fait. Je m'appelle Romain Laruche, je suis ostéopathe. J'ai ouvert un centre de soins qui me prend énormément de... Parfait. J'ai ouvert un soin qui me prend beaucoup de temps. Donc, en tant qu'ostéopathe, je travaille 40 à 50 heures par semaine devant des patients. J'ai ouvert un centre de soins au centre de Reims qui s'appelle Oscaria et qui me prend 10 à 20 heures par semaine en plus de travail. À côté de ça, j'enseigne dans une école d'ostéopathie. J'enseigne aussi dans une école en alternance à Reims qui s'appelle le CESI. J'ai une chaîne YouTube sur laquelle je poste des vidéos régulièrement, notamment sur le sujet dont on va parler d'aujourd'hui. Et j'ai également une famille et une fille, donc j'ai besoin d'énormément de temps pour pouvoir faire tout ça dans ma semaine, et ça tient dans ma semaine. Donc j'essaie de faire en sorte que tout se passe bien et de pouvoir organiser tout ça. Et à un moment dans ma vie, pour pouvoir faire tout ça, j'ai été un gros fan de mon téléphone portable, de mon ordinateur. Je monte des ordinateurs moi-même depuis que j'ai 13 ans, donc c'est vraiment un truc qui me passionne beaucoup. Et un jour, le téléphone portable est sorti, il m'a pris beaucoup de temps. Et pour pouvoir sortir de tout ça, il a fallu que je comprenne comment fonctionne ce téléphone et l'influence qu'il a sur mon cerveau. Et c'est ce dont on va parler cet après-midi. Et pour commencer, j'ai besoin que vous sortiez vos téléphones portables. Et je vais vous poser une question simple. Je vais avoir besoin que vous alliez dans votre téléphone pour me donner votre temps d'écran, simplement. Donc vous allez soit dans temps d'écran, soit dans quelque chose qui s'appelle bien-être numérique. Et vous allez me donner, bon, on va faire un petit sondage, pour savoir. Donc on est mardi, il est 14h11. Qui parmi vous, depuis ce matin, a moins d'1 heure d'écran? Ok. Qui parmi vous, depuis ce matin, a moins de 2 heures? Bien joué. Qui parmi vous, depuis ce matin, est au-delà de 4 heures? Ok. Parmi ceux-là, qui a plus de 5 heures? Alors normalement, le téléphone, il ne se trompe pas. Sauf si tu as enlevé le verrouillage de l'écran. Si vous avez dit pour aujourd'hui ou dans la semaine? Aujourd'hui. Non, juste pour aujourd'hui. Ensuite, vous allez regarder, normalement, vous devez pouvoir avoir des statistiques sur la semaine, d'accord? Et là, vous allez avoir des statistiques sur les 7 jours qui précèdent. On a eu un week-end de 5 jours et ça va être très intéressant. Qui, en moyenne, sur les 5 jours précédents, sur l'iPhone, tu vas avoir semaine, ici, oh non, redescends, là, semaine. Voilà, et là, on a la moyenne. Quand vous allez sur semaine, sur l'iPhone en haut, comment? La semaine est calculée à partir des 7 derniers jours, ok? C'est pas du lundi au vendredi, c'est les 7 derniers jours. Parmi tout le monde, là, qui, en moyenne, à la semaine, est au-dessus de 5 heures? D'accord, cette moyenne à la semaine, c'est 5 heures par jour, ok? Qui est au-delà de 7 heures? Qui est au-delà de 9 heures? Qui dépasse les 10? Ok. Sur une journée normale, vous êtes censé dormir, on verra tout à l'heure combien de temps vous dormez, mais normalement vous êtes censé dormir 8 heures. En plus, il y a eu le week-end, donc normalement vous devriez avoir dormi majoritairement 8 heures depuis le début, durant la dernière semaine. Il vous reste donc 16 heures d'éveil, si vous dormez 8 heures, et sur ces 16 heures d'éveil, vous avez passé entre 5 et 10 heures devant un écran. Ok? Ce qui vous laisse entre, je vous fais le calcul, non, on a compté le sommeil, on a enlevé le sommeil. Sur les 16 heures, on a entre 5 et 10 heures, ce qui vous laisse entre 6 et 11 heures pour vous pendant la journée. Ok? Pour certains, le temps d'écran est supérieur au temps éveillé sans être devant un écran. Ok? C'est un calcul simple, c'est 1/3 de sommeil, même pas 1/3 de vie normale sans écran, et plus d'1/3 de vie devant un écran. Ok? Alors le temps d'écran en soi, il n'est pas grave. On peut passer 10 heures par jour devant un écran pour rédiger un mémoire de fin d'études, écrire un livre, faire de la recherche, lire des livres, lire des documents qui vont permettre à notre cerveau d'apprendre des choses ou de ne pas avoir de stress quelconque. En revanche, le passer devant
quelque chose qui ressemble plus à un réseau social est plus compliqué. Dans vos temps d'écran, là, vous avez des petites couleurs. D'accord? Sur Android, c'est sur le cercle, et il a des petites couleurs qui correspondent au temps que vous avez passé sur chacune des applications que vous avez ouvertes. Sur l'iPhone, les couleurs, elles sont regroupées dans les barres. Vous avez du bleu qui correspond au social, le orange qui correspond à du divertissement, et, et le bleu un peu plus clair. Non, le orange au divertissement et le bleu un peu plus clair correspond à des autres choses. Okay? Vous avez les applications de finance, les applications, voilà, toutes les autres petites applications. Okay? À partir du moment où vous avez une trop grosse partie de bleu foncé et de orange, c'est que votre téléphone n'est pas utilisé pour quelque chose de productif. Ok? Sur Android, ce n'est pas regroupé, mais vous voyez très bien que, par exemple, là, sur l'exemple, on n'a que 27 minutes d'écran. Pour certains, ça correspond aux 27 premières minutes de la journée. D'accord? 27 minutes d'écran, ça correspond à 27 minutes après que le réveil est sonné, puisque c'est là qu'on commence l'écran. Et on a une grosse partie de YouTube, une grosse partie de Facebook, c'est un vieux truc, ok. Mais on voit quand même que l'utilisation de l'écran, elle est assez particulière et la façon dont on va réagir va dépendre vraiment de ce qu'on fait sur l'écran, ok. Est-ce qu'on vous a déjà dit que vous étiez addict à votre téléphone ou drogué avec votre téléphone? Non. Personne ne vous a jamais dit ça? Ah si, ma mère. Forcément, ça sort souvent de la bouche de maman. Alors je vais vous donner un argument que vous allez pouvoir donner à votre maman pour lui dire que ce n'est pas une drogue, okay, que ce n'est pas une addiction, ce n'est pas considéré comme une addiction, mais le problème c'est que ça va arranger votre mère que ce ne soit pas une addiction. Okay. Il y a 3 points pour définir une addiction, qui sont ici, on les a, c'est le désir puissant et compulsif d'utiliser ou de prendre une substance, dans le cas d'une drogue, ça peut être une drogue physique ou une drogue à consommer, d'accord? Donc il y a un désir puissant et compulsif, ça veut dire que c'est un désir fort et on ne peut pas s'en empêcher, ok. Et il y a une difficulté à contrôler la consommation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, tiens, aujourd'hui, je ne vais pas m'en servir, ok? C'est très difficile aujourd'hui pour vous dire, tiens, demain, on est mercredi, je ne vais pas utiliser mon téléphone portable. Ok? Il y aurait quand même... C'est très compliqué pour vous de vous dire ça. Alors certains d'entre vous peuvent peut-être le faire. J'ai des étudiants qui disent que le dimanche, ils n'utilisent pas leur téléphone. Après, je ne vais pas vérifier, mais ils disent que le dimanche, ok, c'est un jour sans téléphone et on fait autre chose. Mais c'est très compliqué de décider ça, et surtout, il faut le décider pour que ça arrive. D'accord? Si vous ne vous dites pas demain, je ne prends pas mon téléphone, le réflexe va être de l'avoir sur vous et de l'utiliser. La troisième partie pour définir une addiction, c'est qu'il y a un phénomène de sevrage. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce terme? C'est quand on va faire une cure de désintoxication. D'accord? Dans une cure de désintoxication, le but, c'est d'accompagner le sevrage de quelqu'un qui est addict au jeu, à une certaine drogue ou à n'importe quoi. Donc, il y a une phase de sevrage, c'est-à-dire qu'il va falloir baisser progressivement l'utilisation, parce que sinon, il va y avoir des phénomènes physiques. D'accord? Les organes vont commencer à mal fonctionner, on va avoir le cerveau qui va commencer à péter un plomb, et va même y avoir, et vous l'avez sans doute déjà vu dans certains films, le drogué qui se gratte partout et qui demande sa petite dose. Là, ça, c'est un phénomène de sevrage, c'est un phénomène de manque. Okay? La bonne nouvelle, c'est que pour le téléphone, le phénomène de manque n'existe pas. Ça veut dire que si demain, on vous coupe vos téléphones, vous n'allez pas avoir de troubles physiques, de troubles organiques, vous n'allez pas avoir la peau qui va se détruire d'un coup, vous n'allez pas finir au coin de la rue à demander du temps d'écran à des gens en vous grattant. Okay? Il n'y a pas de phénomène de manque. Okay? Il n'y a pas de phénomène de manque comme les autres drogues. Je pense qu'il y en a parce que vous allez devenir irritable et franchement pas cool dans les jours qui suivent parce qu'il va vous manquer quelque chose, mais c'est quelque chose qui va passer naturellement avec le temps et qui ne va pas nécessiter qu'on vous accompagne. Donc le jour où une personne vous dit que vous êtes drogué avec votre téléphone, que vous êtes addict à votre téléphone, vous allez pouvoir lui dire que non, vous n'avez pas tous les symptômes de l'addiction, mais si vous avouez ça, ça veut dire que vous avouez que vous pouvez poser votre téléphone et ne pas avoir de problème à ne pas l'utiliser. Ce qui vous paraît aujourd'hui un peu compliqué. Okay? Alors on va faire un truc, reprenez vos téléphones. On va en avoir besoin à la fin de cette intervention, mais jusque-là, mettez tous vos téléphones en mode avion. Bon, sachant qu'apparemment ici c'est un petit bunker et que vous captez déjà pas des masses, passez en mode avion. Okay? Rien que ce geste-là est plus facile que si je vous dis éteignez votre téléphone. Mentalement, c'est pas la même chose. Quand il est en mode avion, vous vous dites, il est en mode avion, l'écran s'allume. Alors qu'il n'est pas capable de faire beaucoup plus de choses que si vous étiez complètement éteint. Et il y a même des gens qui ne savent même pas comment on éteint leur téléphone. Il y a des gens pour qui, les gens qui ont eu des iPhones pendant longtemps, par exemple, à partir du moment où il n'y avait plus de bouton d'accueil, ils ne savent même pas comment on éteint le téléphone. Ils ne savent pas quoi faire volume plus, volume moins, et ensuite éteindre.
Le seul moyen pour eux d'éteindre le téléphone, c'est d'attendre de ne plus avoir de batterie. Okay, ce qui est la plus grosse crise que vous pouvez ressentir ici. Donc, votre temps d'écran, aujourd'hui, le temps que vous passez sur un écran n'est pas vraiment une drogue. Vous avez les deux premières choses, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous en empêcher, vous avez du mal à contrôler cette utilisation, d'accord, mais ce n'est pas une drogue. Il n'y a pas de phénomène de sevrage. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que derrière, on va pouvoir mettre en place des choses qui vont vous permettre de mieux gérer. Ah ben voilà, je peux avoir ça, chouette, parfait. Qui vont vous permettre de mieux gérer votre téléphone. Maintenant, alors j'utilise mon téléphone pour filmer. Est-ce que je peux t'emprunter ton téléphone? Promis, je ne regarde pas ce qu'il y a dedans. Si quand je viens vous parler, rien que quand je vous parle, j'ai mon téléphone dans la main. Vous voyez la différence entre je suis assis, j'ai rien dans les mains, et là je vous parle avec mon téléphone. Alors pour vous, c'est totalement normal, mais là, ça sous-entend qu'à tout moment, je suis prêt à ne plus être concentré sur vous parce que quelque chose va s'allumer et que je vais me dire « Ah, c'est peut-être une notification. Okay. » Ce matin, j'avais un message quand je suis arrivé et j'ai tenté de discuter, d'expliquer ce que j'étais en train de faire. Je peux parfaitement vous expliquer la différence entre la présence et la conscience en regardant mon téléphone et en marchant comme ça. Et en vous disant, la différence entre la présence et la conscience, c'est que lorsqu'on est présent, on est présent physiquement, et la conscience, c'est ce à quoi on pense. Est-ce que vous pensez vraiment que je suis en train de m'intéresser à ce que je vous dis? Est-ce que vous m'intéressez là? Non. Et c'est ça la différence entre la présence et la conscience. C'est-à-dire que physiquement, je suis là, mais, vous voyez, ma montre vient de sonner, paf, je suis sorti, ok, c'était pour me proposer des formations. Je suis là, physiquement, mais ma conscience est ailleurs. Ça veut dire que je suis ni vraiment là, ni pas vraiment là. C'est-à-dire que physiquement, vous me voyez, ok. Par contre, mon environnement ne m'intéresse absolument pas. Ce qui m'intéresse, c'est la personne à qui je suis en train d'écrire, c'est peut-être la vidéo que je suis en train de regarder, c'est peut-être l'information que je suis en train de capter, mais au final, je ne suis pas vraiment là pour vous. Je ne suis pas complètement là pour vous. Et en fait, pour profiter d'un moment, et c'est la raison pour laquelle les téléphones posent problème, c'est que on a l'impression de ne pas profiter des moments, que ça passe vite ou qu'on n'a pas vraiment profité de quelque chose, tout simplement parce qu'on est à deux endroits en même temps. Et c'est impossible d'être à deux endroits en même temps. Okay, c'est de la magie, ça s'appelle de l'omniscience, et ça, personne n'a encore ça. Donc le but, c'est d'essayer de comprendre que si on n'est pas présent physiquement et consciemment, on ne profite pas d'un moment. Et ce qui est fou, c'est que quand vous êtes au bahut, en train de discuter avec vos camarades de classe, vous êtes parfois en train de discuter avec quelqu'un que vous verrez peut-être le week-end ou le soir au sport, d'accord? Quelqu'un qui n'est pas là ou quelqu'un qui est dans une autre classe. Et quand vous allez retrouver cette personne à qui vous étiez en train d'écrire, qu'est-ce que vous allez faire? Écrire aux personnes avec qui vous étiez au bahut. Et ce qui fait que vous êtes toujours aux deux endroits, mais pas en même temps. Soit votre corps y est, soit votre tête y est, mais vous n'y êtes jamais, le corps et la tête. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas profiter complètement d'un moment et être complètement efficace dans un moment. Vous voyez bien que ici, si on a une intervention qui dure 1h30, vous imaginez bien que si je suis sur mon téléphone en train d'écrire en même temps, il y a moyen qu'elle dure facilement 2h30, 3h, parce que je vais mettre plus de temps à vous raconter ce que je veux vous raconter. Okay, et surtout, si vous me posez une question et que je suis en train d'écrire un message, je ne suis pas sûr que je vais complètement capter la réponse. Donc au final, les échanges qu'on va avoir physiquement avec les gens, à partir du moment où on a un téléphone dans les mains, ce n'est pas des vrais échanges. Vous avez parfois, et c'est fou, de plus grandes discussions bien plus profondes par message, alors que vous n'avez pas la personne en face de vous, que quand vous êtes en face. Tout simplement parce que quand vous êtes seul chez vous et que vous n'avez pas à interagir avec les autres, là, vous êtes complètement dans votre discussion. Mais c'est plus compliqué d'avoir une vraie discussion complète face à face. Okay, donc l'objectif, c'est d'essayer de trouver un moyen de jumeler un peu cette présence et cette conscience et d'essayer d'avoir des moments où vous discutez avec des gens en pleine conscience et complètement intéressés par ce que les gens disent. Okay, parce que sinon, ça donne vraiment l'impression, alors ça a beau être des bons amis et vous avez beau être intéressé à ce qu'ils vous disent, ça vous donne vraiment l'impression que vous vous en foutez royalement, puisque vous préférez faire autre chose en même temps. Et alors, il y a un truc qui est assez particulier, c'est que alors, il y a ce mythe dans le monde qui dit que les hommes sont monotâches et les femmes sont multitâches. Okay, personne n'est multitâche. Personne. La seule capacité qu'on a, c'est de passer plus rapidement d'une tâche à l'autre. Okay, on peut dire, je fais ça, et après je fais ça. Mais je ne fais pas ça en faisant ça. Sinon, je suis tout le temps en train d'alterner entre les deux choses que je fais. Et globalement, qu'on soit un homme ou une femme, quand on fait deux choses en même temps, on les fait moins vite. Ça, c'est universel. Donc, si on ne se concentre pas, si on n'est pas présent en même temps qu'on est en train de parler, on va être moins efficace et ce sera moins intéressant d'avoir une interaction avec quelqu'un qui est devant son téléphone en train de discuter avec quelqu'un d'autre ou de regarder quelque chose qui se passe ailleurs. Si vous regardez un paysage, même si vous êtes en train de regarder une photo, vous n'êtes pas en train de parler, si vous regardez une vidéo ou une photo d'ailleurs, vous êtes projeté dans cet ailleurs et vous n'êtes plus là. Okay, et vivre le moment présent, c'est prendre des décisions, c'est décider, c'est réfléchir à ce qui se passe là tout de suite. Et si vous perdez la moitié
de ce qui peut vous servir à prendre une décision, eh ben, vous ne pouvez pas prendre de décision efficace sur l'instant. Quand vous travaillez avec votre téléphone sur le côté, globalement, vous n'êtes pas en train de travailler. Vous êtes en train de vous dire « je travaille, mais si ça s'allume, il faut que je puisse répondre ». Et on va voir pourquoi. Tout est basé dans votre cerveau. La raison pour laquelle vous fonctionnez comme ça quand vous avez votre téléphone, elle est uniquement faite sur la base du fonctionnement de votre cerveau. Et c'est là qu'on va parler de pourquoi on a l'impression de passer autant de temps. Enfin, pas l'impression, on vient de voir que vous passez vraiment beaucoup de temps sur votre téléphone. Je ne suis pas le dernier pour passer du temps dessus. J'ai réussi à réellement le diminuer, à drastiquement le diminuer, en comprenant comment ça fonctionne et en cherchant à feinter un peu mon cerveau pour qu'il puisse faire autre chose. Donc la première raison pour laquelle vous passez autant de temps sur votre téléphone, c'est votre cerveau. Okay ? Votre cerveau a ce qu'on appelle un mode par défaut. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'IRM ? Vous avez tous déjà entendu parler de ça. C'est une imagerie qui permet de voir l'intérieur du corps, sans avoir à ouvrir et sans envoyer de rayons comme on le ferait avec une radio. On peut prendre différentes parties du corps et dans le cerveau, la particularité, c'est qu'on peut faire ce qu'on appelle des IRM fonctionnels, c'est-à-dire qu'on peut voir comment fonctionne le cerveau, quelles zones du cerveau sont activées, si on pense à quelque chose, si on pense à faire quelque chose. Okay ? Donc, on a mis des gens dans des IRM et des gens qui avaient des capacités assez particulières. On a mis des grands musiciens dans des IRM pour savoir ce qui se passait dans leur cerveau. On a mis des grands philosophes pour savoir ce qui se passait quand ils pensaient à leur sujet. On a mis des gens, on leur a demandé, est-ce que vous pouvez vous rappeler de vos vacances de l'année dernière ? Est-ce que vous pouvez réfléchir à vos vacances de l'année prochaine ? Est-ce que vous pouvez penser à votre enfant ? Est-ce que vous pouvez penser à votre papa ? Et on a vu que plein de zones différentes s'activaient dans le cerveau. Okay ? Et un jour, il y a un mec un peu plus perspicace que les autres qui a dit « Tiens, si on mettait des gens dans les IRM et qu'on voyait ce qui se passe dans le cerveau quand ils font rien, absolument rien, s'ennuyer dans une IRM. » Donc c'est quand même passer 20 minutes dans une boîte qui fait pouf, 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 très fort avec un casque et ne penser à rien, ce qui est très compliqué. Et il s'avère qu'en mettant plein de gens dans l'IRM, en leur demandant surtout ne faites rien, on s'est retrouvé avec les mêmes zones qui s'allumaient dans le cerveau. Une qui est plutôt, alors d'habitude j'ai mon crayon, mais une qui est plutôt en avant du cerveau, c'est plutôt dans une partie centrale. Il y en a une qui va se trouver plutôt à la partie haute du cerveau, une à la partie arrière et une au centre. Et il se trouve que, en comparant ces zones d'activation et ce qui se passait dans le cerveau quand les gens faisaient des choses, on s'est rendu compte que les trois parties qui s'activent, elles servent à trois choses très particulières. Ça sert à se rappeler du passé. Okay. Quand vous vous ennuyez, globalement, vous avez des souvenirs qui reviennent. C'est votre cerveau normal qui se dit « Tiens, il faut que je pense à ça, j'ai vécu ça, hop, on a un souvenir qui revient. » On a aussi la visualisation du futur, où vous allez vous dire, quand vous vous ennuyez, vous allez vous dire « Qu'est-ce que je fais demain ? Qu'est-ce que je fais cet été ? Qu'est-ce que je fais l'année prochaine ? Okay. Qu'est-ce que je vais manger ce soir ?» Et puis, vous avez aussi ce truc de connexion sociale. Quand vous vous ennuyez, vous vous dites parfois « J'aimerais bien être avec telle personne » ou « J'aimerais bien savoir ce qu'il fait » ou « J'aimerais bien prendre des nouvelles de cette personne-là ». C'est ce que fait votre cerveau quand vous vous ennuyez et quand vous ne faites rien du tout. Okay ? Et aujourd'hui, vous avez un outil magique qui vous permet de faire tout ça en même temps. Alors, c'était déjà le cas avant les réseaux sociaux. Le téléphone, c'était déjà un endroit où on prenait des photos de tout ce qu'on avait fait avant. Donc, on pouvait reparcourir notre librairie de photos pour voir ce qu'on avait fait. Parfois même aller regarder dans son agenda pour voir ce qu'on avait pu faire avant. Okay ? On pouvait aussi préparer le futur en allant sur Internet, chercher des idées de sortie, des idées quel film je vais aller voir, à quel endroit je peux partir en vacances. Je parle tout le temps des vacances, mais c'est principalement ça que je fais comme recherche quand je vais sur Internet. Okay ? Donc, quand je veux chercher le futur, où est-ce que je peux aller manger ? Donc là, on avait encore une fois le téléphone. Et pour se connecter avec les gens, on pouvait envoyer des messages, des mails, ou aller sur une messagerie, peu importe laquelle. Aujourd'hui, c'est même encore pire. À l'intérieur même de votre téléphone, vous avez des applications qui vous permettent de faire tout ça en même temps. Quand vous allez sur Instagram, par exemple, vous avez l'historique de vos photos, donc vous voyez tout ce que vous avez fait avant, l'historique de vos stories, si vous voulez, donc vous voyez encore plus ce que vous avez fait avant. Vous pouvez aller dans votre flux d'actualité pour voir ce que font les autres et vous donner des idées de choses que vous pourrez faire plus tard. Et vous pouvez discuter avec les gens via la messagerie intégrée. Donc tout ce dont a besoin votre cerveau pendant qu'il est dans le mode par défaut, vous le trouvez à l'intérieur même d'une application de réseau social. C'est la raison pour laquelle le premier réflexe que vous avez quand vous vous ennuyez, c'est de sortir votre téléphone portable, bêtement. Parfois vous le sortez, vous ne savez pas pourquoi. Il n'y a pas de notification. Vous prenez l'écran, il n'y a pas de notification dessus, mais vous l'avez sorti quand même, et même s'il n'y a pas de notification, vous allez le déverrouiller pour aller vérifier si le téléphone n'a pas oublié de vous mettre une notification d'un message que vous avez reçu ou d'un post qui a été mis. Et donc ça, c'est tout à fait normal, c'est le fonctionnement naturel de votre cerveau qui veut que, quand vous vous ennuyez, vous avez besoin de trois choses, et ces trois choses, aujourd'hui,
vous les avez dans votre poche. C'est uniquement pour ça que ça devient très compulsif et très difficile de gérer ça et que quand on s'ennuie, bêtement, la première chose qu'on va faire, c'est mettre la main dans sa poche et si le téléphone n'y est pas, on va le chercher. Si on passe à côté du téléphone et qu'on n'a rien de particulier à faire, même s'il n'est pas dans notre poche, il est posé sur la table, première chose qu'on va faire, on va le prendre et on va le déverrouiller pour savoir s'il n'y a pas une information, un message qui est arrivé quelque part. Okay ? Donc ça, c'est le fonctionnement naturel de votre cerveau et ce fonctionnement, il ne date pas des réseaux sociaux, il date d'il y a très très longtemps. En fait, c'est un besoin de survie de l'être humain que d'avoir besoin que de visualiser ces choses-là. À l'époque, je vous parle de ça il y a plusieurs milliers d'années, okay ? Visualiser le passé, c'était éviter de refaire des erreurs, d'accord ? Les erreurs qu'on faisait il y a 2000 ans, elles nous coûtaient la vie la plupart du temps, ok ? C'était, il ne faut pas manger ce truc-là parce que c'est du poison, il ne faut pas aller là-bas parce qu'il y a des animaux dangereux, il ne faut pas aller là-bas parce qu'il risque de nous arriver des trucs, et à l'époque, se casser une jambe, c'était quasiment mourir, ok ? On a aussi la volonté de visualiser le futur parce que le futur de la tribu est extrêmement important, ok ? Et l'intérêt social, c'était justement ça. À l'époque, le fait d'être social, nous sommes des êtres sociaux, il y a des animaux qui sont sociaux aussi, nous sommes des êtres sociaux tout simplement parce que sans groupe, on ne survit pas. Alors ça marchait avant parce que y en avait qui savaient, qui étaient très spécialisés, qui savaient quelle baie il fallait manger ou pas. Il y avait des gens qui étaient là pour défendre, il y avait des gens qui étaient là pour aider à élever les enfants. Et tout ça, c'était des spécialités qui faisaient que si on n'était pas en groupe, on ne survivait pas. Quelqu'un qui sortait du groupe avait toutes les chances de se faire attaquer par un animal ou par une autre tribu et mourir. Donc c'était obligatoire d'avoir ce lien social. Okay ? Aujourd'hui, c'est moins le cas. Si vous sortez de votre cercle social, il y en aura un autre juste à côté, et surtout, vous avez une maison, vous êtes en sécurité. Mais dans l'histoire de l'humanité, le fait d'être en sécurité et d'être protégé de tout ça, dans l'histoire de l'humanité, c'est rien du tout. C'est quelques secondes dans la journée de l'être humain. Et notre cerveau n'est pas encore à jour de ça. Il a encore peur d'être exclu. Et on va voir tout à l'heure que même dans un cercle social, lorsque vous faites des choses pour éviter d'être exclu de votre cercle social. Ok ? Donc le réseau par défaut, vous n'y pouvez rien, c'est ce qui se passe dans votre cerveau quand vous vous ennuyez et vous n'avez pas le choix que de trouver l'outil parfait pour pouvoir répondre à cette demande et cette demande, elle est dans votre téléphone. Oui. Quand on s'ennuie, qu'on prend son téléphone, ça c'est pas pour tout le monde. Non, il y en a qui n'ont pas encore le réflexe de le faire. Il y en a pour qui, alors après ça dépend, c'est pas pour tout le monde, non, il y a des gens qui ne prennent pas leur téléphone quand ils s'ennuient parce que leur téléphone n'est pas disponible. Et il y a des gens qui ont tellement l'habitude de ça que si leur téléphone n'est pas disponible quand ils s'ennuient, ça devient un gros problème. Parce qu'ils disent « je m'ennuie ». En fait, l'ennui, il est extrêmement important parce que le fait d'activement aller chercher dans le passé, dans le futur et dans la connexion sociale, ça t'oblige à imaginer des choses. D'accord ? Les données, elles ne sont pas dans ton téléphone, elles sont dans ta tête et ça t'oblige à aller les chercher. Et ça permet de créer tout ce qui va être de l'ordre de la créativité. D'accord ? On dit que les gens qui s'ennuient sont créatifs. Il y a des gens qui se forcent à s'ennuyer pour pouvoir écrire des histoires incroyables, pour pouvoir se concentrer. Tu prends par exemple J.K. Rowling qui a écrit les Harry Potter, d'accord ? Elle était, à partir du moment où elle a écrit le premier, elle a commencé à avoir beaucoup de popularité, beaucoup de choses, et elle n'avait plus de phase d'ennui. Okay ? Et pour pouvoir finir son bouquin, à la fois pour réussir à se concentrer, à être concentré vraiment et à ne pas être dispersé partout et que l'ennui crée la créativité, elle a loué une chambre d'hôtel, d'accord, dans un hôtel qui coûtait extrêmement cher et qu'elle n'avait pas forcément les moyens de se payer. Et elle a dit, il faut que je finisse mon livre. Et elle avait une carotte derrière qui lui disait, il faut absolument que je reste là-dedans, que je ne sorte pas de cette chambre d'hôtel. Elle s'est ennuyée, elle a fait les tours de la chambre, mais elle a dit, je ne sortirai pas de là-dedans. Et elle a fini, je ne sais plus si c'était le tome 3 ou le tome 4 qui a été écrit comme ça. Parce qu'il fallait qu'elle trouve, elle ne trouvait pas d'inspiration, elle ne trouvait pas de temps, et il lui fallait un moment où elle s'ennuyait pour pouvoir le faire. Donc elle a créé l'ennui. Il y a plein d'écrivains comme ça qui se créent des pièces, pas dans leur maison, au fond de leur jardin. Il y a, je ne sais plus exactement comment s'appelait cet auteur, c'était un auteur scientifique, mais il était tellement loin dans son jardin que quand c'était l'heure de manger, sa femme utilisait une trompette pour lui dire que c'était l'heure de manger. Parce qu'il était beaucoup trop loin et qu'elle ne voulait pas aller marcher jusqu'à là-bas. Et en fait, on crée un peu l'ennui pour pouvoir créer de la concentration et de la créativité. Et c'est pour ça que l'ennui est important. Mais si tu vas sur ton téléphone, au final, tu n'es pas créatif parce que tu es borné dans des photos, dans des histoires qui sont déjà écrites. Et tu ne peux pas être créatif, tu ne vas pas réécrire des histoires que tu as sous les yeux. Tu vas souvent réécrire des histoires dont tu n'as pas tous les détails et que tu déformes après.
C'est pour ça que l'ennui est important. Mais ce n'est pas toujours le cas de sortir le téléphone. Mais si on est habitué à avoir un téléphone dans sa poche, très rapidement, ça va répondre à la problématique du cerveau. Sauf si on a une bonne hygiène avec son téléphone. D'autres questions sur l'ennui? Non, ça va. Vous avez déjà entendu parler de la dopamine? Non? Vous n'avez jamais entendu parler de la dopamine? Ok. Comment on l'appelle aussi la dopamine? C'est quoi son petit nom sympa? L'hormone du plaisir, exactement. Et est-ce que vous avez déjà entendu parler de la sérotonine? Ok. La dopamine, c'est l'hormone du plaisir, l'hormone de la récompense, d'accord? La sérotonine, son petit nom sympa, c'est l'hormone du bonheur. Ok. Et aujourd'hui, on a du mal à faire la différence parce que, normalement, le plaisir et la récompense sont des choses qui sont délimitées dans le temps, d'accord? Le plaisir, c'est le temps de l'activité qui fait plaisir. La récompense, c'est une fois qu'on a fini une activité, hop, on a une récompense, et ça doit être limité dans le temps. Okay, j'ai demandé, toutes les photos que vous voyez là, elles ont été faites par ChatGPT, j'ai demandé à ChatGPT de me faire 2 têtes, une à votre gauche qui est une personne sous dopamine, d'accord, et une à votre droite qui est une personne sous sérotonine. Alors, à côté de la personne sous dopamine, celle sous sérotonine, elle a l'air calme, ok? Elle n'est pas dépressive, elle a juste un petit sourire normal, elle n'a pas une expression incroyable, mais elle est juste heureuse, d'accord? Sur le long terme, elle est heureuse. Celle de votre gauche, elle est sous, le monsieur, il est sous dopamine, d'accord? Globalement, vous voyez bien que maintenir cet état comme la personne qui est à gauche toute la journée, c'est un peu compliqué, ok? Et si jamais je vous mets dans une rue et que je vous mets le mec comme ça là et la fille comme ça là, si je vous dis lequel vous avez envie de suivre, globalement, on ne va pas trop voir le mec qui rigole comme un dingue et qui paraît complètement aliéné là, ok? Donc le but de la dopamine, c'est de nous récompenser et sur un court terme. Et la sérotonine, c'est d'être sécrétée longtemps parce que la dopamine fait partie des éléments qui vont nous permettre de sécréter de la sérotonine, mais c'est les réussites qu'on va avoir, les interactions sociales, c'est plus de la globalité, d'accord? La dopamine, c'est j'ai réussi, je sais pas moi, je fais un jeu, je réussis un niveau, dopamine, ok? Ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Il doit y avoir un pic, ça disparaît et on ne doit pas en avoir trop souvent. La problématique, c'est que quand on a étudié le fonctionnement du cerveau pour savoir comment fonctionnait la dopamine, on a utilisé des souris. Okay, c'est toujours des souris qu'on utilise. Une fois qu'on a trouvé où était sécrétée la dopamine et comment ça fonctionnait dans le cerveau, on a mis une petite sonde à l'intérieur du cerveau des souris qui, quand on l'active, sécrète de la dopamine. D'accord? Donc récompense à volonté. Et dans la cage des souris, on a mis un petit levier et dès qu'elles appuyaient sur le levier, ça sécrétait de la dopamine. Okay, donc joie, récompense, super. Donc les souris se sont baladées, puis à un moment, il y en a une par inadvertance qui a appuyé sur le truc, et là, hyper contente. Okay, d'un coup, contente. Et puis ça disparaît. Et ce qui s'est passé au bout de quelques heures, c'est que les souris n'arrêtaient pas d'appuyer sur ce truc de dopamine pour être contente. Okay, et ce qui s'est passé après plusieurs heures, d'ailleurs, quand on a avoisiné la journée, voire même 2 jours, c'est que les souris, elles se mettaient en danger parce qu'elles préféraient avoir de la dopamine plutôt que d'après vous, plutôt que de manger et de boire. D'accord? L'expérience a été arrêtée parce que les souris étaient pleines de dopamine, mais qu'elles allaient mourir de faim. Okay? Ça veut dire que la dopamine peut nous faire passer à côté de besoins physiologiques. Donc tout, ça peut vous éviter de ressentir la faim, la soif, le sommeil. Okay? Quel est le seul besoin physiologique que la dopamine ne peut pas vous cacher? Et vous l'avez tous déjà vécu au moins une fois, quand votre téléphone était en charge et qu'il n'y avait pas beaucoup de batterie et que vous ne vouliez pas le quitter. C'est le fait d'aller aux toilettes. C'est la seule chose que la dopamine ne surmonte pas. Et vous avez déjà sans doute tous été attachés à un mur avec un téléphone à charger et l'envie d'aller aux toilettes et de se dire je me retiens un peu le temps d'envoyer mon message et j'y vais. Okay, ou de se dire j'ai presque plus de batterie, c'est pas le moment d'aller aux toilettes. Okay, c'est le seul besoin physiologique que la dopamine ne peut pas surmonter. Okay, par contre, la dopamine peut vous empêcher de sentir des besoins. Donc manger, boire et même l'envie d'aller dormir. Et ça, c'est important parce que ça va vraiment influencer l'intégralité de votre journée. D'ailleurs, quand on passe 10 heures par jour sur son téléphone, la plupart du temps, les dernières heures sont avant d'aller dormir. Et si on n'avait pas le téléphone, on se serait endormi largement plus tôt. Ce que disent souvent les gens, c'est « oui, mais je ne m'endors pas, j'arrive pas à dormir tôt, donc je me mets sur mon téléphone. » Et en fait, c'est le téléphone qui fait qu'on va dormir plus tard. Et recaler un sommeil, c'est très très long. Okay, donc la dopamine fonctionne comme ça.
Chez l'être humain, c'est exactement la même chose. Alors, on n'a pas mis des sondes dans le cerveau des êtres humains. On a trouvé un autre truc qui était beaucoup plus cool, c'est qu'on s'est rendu compte que ce qui était extrêmement addictif, ce sont les jeux d'argent. Okay, et parmi les jeux d'argent vraiment cool, il y a la machine à sous, le jackpot, où on tire un levier, on perd, on tire un levier, on perd. Dans peut-être, il y a un cas sur 1 million où on ne perd pas, mais globalement, on perd. Et donc, on s'est demandé pourquoi les gens étaient aussi addicts à ces jeux-là. Et en fait, parce que normalement, on pourrait se dire que la dopamine étant l'hormone de la récompense, on pourrait se dire qu'il n'y a que quand on gagne qu'on a envie de rejouer. Sauf qu'en fait, il s'avère que les gens qui jouent ont un shoot de dopamine au moment où ils tirent le levier, parce que c'est ça l'action de jeu. Okay, donc ils sont contents de jouer, la récompense de jouer. Et lorsque le résultat arrive, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, quand ils gagnent, ils ont un shoot de dopamine parce qu'ils ont gagné, et quand ils ont perdu, ils en ont un. Pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir retirer et ravoir encore un autre shoot de dopamine. Donc ça ne s'arrête jamais. Et c'est pour ça que les gens sont addicts à ça. Et c'est pour ça qu'on a des gens dans des casinos qui restent des heures devant, sans manger, sans boire, et ils sont en train de se retenir. Il y en a même qui se font dessus dans les casinos parce qu'ils ne veulent pas quitter ce truc, parce qu'ils veulent vraiment gagner, parce qu'ils savent que la prochaine fois qu'ils vont jouer, ils vont gagner. Et est-ce que vous connaissez quelque chose que vous avez sur votre téléphone qui fonctionne exactement pareil ? Vous avez un geste, vous avez quelque chose qui vous plaît ou qui ne vous plaît pas, mais dans tous les cas, vous allez refaire le geste. Oui. Par exemple, quand on est sur une application, par exemple sur TikTok. Exactement. TikTok, c'est un jackpot dans votre téléphone. Pourquoi ? Parce que quand vous ouvrez TikTok, vous avez une vidéo qui apparaît devant vous. Vous ne l'avez pas choisie. Elle vous plaît pas, mais vous ne l'avez pas choisie. Mais on s'en moque en fait, parce que même si elle ne vous plaît pas, ce que vous aimez dans TikTok, c'est le geste de swiper vers le haut. Et donc, vidéo qui vous plaît pas, shoot de dopamine, on swipe, shoot de dopamine parce qu'il va y avoir une surprise derrière, que la surprise vous plaise ou vous plaise pas, encore un shoot de dopamine, et ça ne s'arrête jamais. Okay ? C'est vraiment le pire tueur de temps et le meilleur, et l'optimisation la plus parfaite jusqu'à aujourd'hui, et j'espère pas qu'on va en trouver une meilleure, l'optimisation la plus parfaite de la sécrétion de dopamine. Et ça crée une sursécrétion de dopamine. Alors les hormones, on n'aime pas trop quand elles sont sursécrétées ou quand elles sont sous-sécrétées, parce que ça amène tout un tas de problèmes. Par exemple, un problème hormonal assez simple, le diabète. C'est un problème d'une sécrétion d'hormones qui n'est pas bonne. Les gens qui ont des problèmes de thyroïde, ce sont des problèmes de sécrétion d'hormones thyroïdiennes. Soit il y en a trop, soit il n'y en a pas assez. Mais on n'aime pas trop quand les niveaux fluctuent trop. Et on imagine qu'il va y avoir des problèmes sur le cerveau. Vous avez sans doute déjà entendu parler il y a quelques mois du fait que la dopamine était en train de détruire le cerveau des adolescents. Vous avez vu ça ? Que TikTok, c'était un destructeur de cerveau. Tout simplement parce qu'on estime aujourd'hui, et il n'y a pas d'études qui vont à l'encontre de ça, que le surplus de dopamine dans le cerveau nuit à la connexion des neurones les uns avec les autres. Il y a trop d'hormones, et quand il y a trop d'hormones, le cerveau n'est pas dans les bonnes conditions pour fonctionner, et ça détruit et ça nuit à la connexion des neurones. Donc ça permet de réfléchir de façon moins efficace. Globalement, à chaque fois que vous apprenez quelque chose, à chaque fois que vous parvenez à réussir à quelque chose, vous connectez des neurones, et le fait qu'il y ait trop de dopamine limite la connexion et vous apprenez moins bien. Okay ? Ça ne veut pas dire que ça va détruire votre cerveau et que votre lobe frontal va disparaître, mais dans tous les cas, ça nuit un petit peu à la capacité de votre cerveau à fonctionner convenablement. Okay ? Alors après, aujourd'hui, ce qui est gênant pour vous, c'est que vous avez un cerveau qui est en plein développement et que votre lobe frontal particulièrement est la dernière partie de votre cerveau qui va se développer. Est-ce que vous savez à quel âge ça s'arrête, le développement du lobe préfrontal ? Non, 25 ans, ce serait beau. Ça s'arrête entre 25 et 35 ans. Okay ? La maturation du lobe préfrontal chez l'adulte, c'est entre 25 et 35 ans. Donc ça veut dire que jusqu'à 35 ans, votre cerveau est encore en formation. Il est encore capable de se développer, de créer des connexions. Alors il peut créer des connexions toute votre vie. Ça ne veut pas dire qu'à partir de 35 ans, vous arrêtez d'apprendre et qu'après c'est la chute. Okay ? Vous pourrez tout le temps apprendre de nouvelles choses, mais il se développe réellement jusqu'à 35 ans. Donc ça veut dire qu'il faut essayer de le choyer et d'essayer de lui donner le plus d'informations possible jusqu'à ce moment-là, et des informations efficaces qu'il est capable de retenir de façon efficace, et donc pas baigner dans de la dopamine. Petite question, j'ai fait ça ce matin. Lorsque vous allez sur les réseaux sociaux et que vous voyez une information qui vous intéresse, okay, un truc vraiment intéressant, que ce soit sur n'importe quel sujet, une recette, un lieu à aller voir, une phrase qui vous a intéressé, qui parmi vous la note quelque part ? Vous êtes déjà plus que ce matin. Très bien. Donc vous la notez, vous prenez une application de notes et puis vous la notez quelque part pour vous en souvenir. Okay ? Si vous ne faites pas ça, qui peut me dire, il y a
ce qu'il a vu il y a 10 jours sur les réseaux sociaux et dont il se souvient? Qui peut me dire un truc qui l'a marqué il y a 10 jours sur les réseaux sociaux? À part ceux qui peuvent aller regarder dans leurs notes et trouver ce qu'ils ont pu noter sur ce qu'ils ont vu. Okay, ça veut vraiment dire que même si vous trouvez quelque chose d'intéressant, 10 jours après, vous ne vous en souvenez plus. Ok? Alors c'est... Oui? Ça t'arrive? Il faut que ce soit très marquant. Ouais. Et c'est un contenu, il y a un contenu qui t'a marqué parmi combien dans la journée? Sans doute des milliers, ok? Mais il n'y avait qu'un contenu qui t'a intéressé sur un millier de contenus que tu as vu? Non, juste c'était une phrase, elle m'a marqué. Voilà, une phrase parmi plein de choses d'autres qui auraient pu être intéressantes. Okay, tu l'as notée cette phrase? Non. Tu t'en souviens? Tu t'en souviendras encore dans un mois? Donc l'intérêt, c'est de se rendre compte qu'on passe du temps sur les réseaux sociaux, on trouve des trucs hyper intéressants, mais au final, qu'est-ce qu'on en fait? Ben, pas grand-chose. Alors que parfois, alors c'est bête, mais moi j'étais avec ma nièce la dernière fois et on était sur TikTok. Moi j'ai pas TikTok, donc je profite de son téléphone pour tuer de son temps d'écran un peu. Et il y a un mec qui expliquait un théorème de maths trop bien et qui m'a permis de comprendre un théorème de maths que moi je n'ai pas compris quand j'étais au lycée, parce que je suis pas très bon en maths. Et je dis mais c'est trop bien ce truc-là. Je dis est-ce que tu peux me l'envoyer? Elle me dit mais t'as pas TikTok, comment tu fais? Et je lui dis ben envoie-moi le lien machin. Et elle voit ce que j'en ai fait derrière. Bon, j'ai fait le zinzin, je l'ai fait retranscrire par ChatGPT, je lui ai demandé de me faire un résumé, et j'ai une fiche quelque part dans mes notes avec ce truc de maths, avec un titre. Si je tape maths avec et j'ai noté maths avec le prénom de ma nièce, comme ça, je vais retrouver ce truc assez facilement parce que je sais où je l'ai appris. Et je lui ai dit, si tu veux, je t'envoie la note. Elle me dit non, je m'en fous. Alors qu'elle est au lycée. Hein. Elle me dit non, je m'en fous. Mais je lui ai dit, ça t'a permis de comprendre? Ouais. Et tu penses que tu as compris pour toute ta vie? Non. Mais je lui dis, mais justement, on va le noter. Donc j'essaie, ça a beau être ma nièce, j'essaie de lui apprendre à faire tout ça. Elle ne comprend pas l'intérêt, c'est juste consommer, consommer, consommer. Et donc ça n'a aucun intérêt à long terme. Okay, par contre, ça vous fait du bien sur le moment, la dopamine. Donc l'intérêt, c'est quand même essayer de réussir à avoir des informations qui vous servent. Parce que ces informations qui vous servent veulent dire que l'utilisation que vous allez avoir aujourd'hui va avoir un effet plus tard. Et ça, c'est comme ça qu'on va sécréter de la sérotonine. Donc maintenant, qu'est-ce que ça peut faire sur le cerveau, le fait de passer autant de temps et le fait d'avoir ces hormones qui vont nous arriver de façon aussi importante? Et là, je pense qu'il y a deux mots que vous avez beaucoup vus ces derniers temps par rapport à la population d'âge où vous êtes, c'est la dépression et l'anxiété. Ce sont deux facteurs qui ont grandement augmenté, d'accord? Dans certains endroits du monde et certaines populations, c'est passé de 20 à 80% de la population qui est soit déprimée, soit sujette régulièrement à l'anxiété. Okay? Pourquoi l'anxiété est là? C'est parce que on a des besoins qui sont physiologiques, d'accord? J'ai dit qu'on avait un besoin d'appartenance à un groupe, okay? Et aujourd'hui, plus ça vient, plus l'appartenance à un groupe est fine, d'accord? Plus on a de chances de se faire exclure, plus on a de chances de ne pas se retrouver dans ce groupe d'amis ou ce groupe de passionnés qu'on a ensemble. Et on se trouve exclu. Et en fait, ce qui va particulièrement rendre anxieux, c'est de se trouver exclu, alors que ce soit par de la connaissance sur un sujet. Par exemple, vous êtes sans doute plusieurs à avoir, je sais pas moi, le même groupe de musique en commun. Okay, vous faites partie de ce groupe qui aime ce musicien particulier, ou vous aimez le même sport, ou vous aimez le même club de sport, ou vous aimez le même artiste, ou le même style de vêtements, ou le même style de personne. Okay, et vous vous retrouvez dans des groupes, et il y a cette volonté de rester dans des groupes, parce qu'on a vu que socialement, c'était important d'appartenir à un groupe. Et donc, vous vous retrouvez dans ce groupe, et vous vous dites, il faut absolument que je reste dans ce groupe, et ça amène une pression à se dire, il faut que je parvienne à avoir les informations et les connaissances nécessaires pour pouvoir continuer à échanger avec mes collègues. Okay, moi, par exemple, dans mon travail, j'ai une pression professionnelle qui est de me tenir à jour des évolutions scientifiques sur mon métier et sur la médecine globalement pour pouvoir continuer à échanger avec des thérapeutes de qualité. Okay, tous ceux qui se sont arrêtés il y a 10 ans, je ne parle plus avec eux. Parce que j'essaie de me tenir à jour avec des gens qui suivent l'actualité du métier pour pouvoir le faire évoluer comme il faut. Et ça, c'est une pression professionnelle. Mais on a des pressions sociales, pareil, il faut se tenir au courant. Si on n'a pas vu la dernière publication de telle personne et que tout le monde l'a vue, on se sent
un peu exclu parce qu'on n'a pas l'information. S'il y a un truc qui est sorti, moi par exemple, je suis un gros fan d'Apple, ok. Dès qu'il y a un truc Apple qui sort, je fais partie de ces débiles qui regardent les présentations en ligne, en direct, pour rien rater, ok. Même si je suis en vélo, j'ai toujours un truc dans l'oreille pour comprendre ce qui se passe, ok. Mais j'ai un groupe d'amis qui la regardent en même temps que moi et qui m'envoient des messages, t'as vu ça, t'as vu ça. Et une fois, je ne l'ai pas vu, j'étais pas stressé, mais je m'étais dit, je suis en train de manquer un truc. Ils sont tous en train de regarder ça et là je le rate. Bon, il s'avère que ma fille était en train de naître, donc je ne pouvais pas trop regarder ça. Mais il y a tout un tas de choses comme ça qui font qu'on se sent obligé de suivre pour rester avec notre groupe d'amis. Mes potes m'en ont pas voulu de regarder la conférence, ils étaient très contents de ne pas avoir vu la conférence, ils étaient très contents de me faire un résumé, de me dire « Ah, pour une fois, je l'ai vu avant toi », ils étaient très très contents. Mais ça amène quand même un certain stress de devoir faire partie de ce groupe social. Et plus on fait partie de groupe social, plus on va avoir le souci de se dire qu'il faut que j'en fasse partie et il va y avoir un besoin de connaissances pour faire partie de ce groupe. L'autre partie du stress, c'est que l'autre partie de la dépression et de l'anxiété, ça va être le stress, ça en fait partie, d'accord. Et il s'avère que plus on a d'amis sur les réseaux sociaux, plus le stress est important le matin. Alors, on va voir s'il y a des starlettes dans ce groupe. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui ont plus de 5000 personnes qui les suivent sur les réseaux sociaux? 5000, 5. Non? Il n'y en a qu'un dans ce bahut pour l'instant. Ok. Vous avez plus de 5000 personnes qui vous suivent? Ah, d'accord. Bon cours. Au revoir. Et donc, est-ce que vous êtes tous entre 1000 ou 2000? Qui est entre 1000 et 2000? Ok. Qui est en dessous de 1000? Et c'est très bien. Et c'est très très bien. Plus il y a des études qui ont été faites sur le stress au réveil, par exemple. Plus on va avoir d'amis, plus le stress au réveil est important. Pourquoi? Parce que le temps qu'on dort, c'est du temps où on ne voit pas tout ce qui se passe, c'est du temps où on ne voit pas que tout le monde nous écrit, et ça peut amener un certain stress au réveil à se dire, quand je vais me lever, je vais avoir 1000 messages, je vais avoir plein de publications où je vais être tagué, plein de choses à voir, et ça amène un stress. Okay. Donc, le fait d'avoir des amis, ça se gère aussi. Le fait d'avoir beaucoup d'amis, ça se gère aussi parce que ça influe sur le stress. Et ce stress à long terme, c'est ça qui amène vers l'anxiété et la dépression. Ok? On l'a perdu depuis un moment, le bonhomme. L'autre fait des réseaux sociaux, c'est la problématique de la comparaison. Lorsque vous voyez des gens qui ont à peu près, alors encore pire quand c'est des gens qui ont à peu près votre âge et qui pourraient faire les mêmes choses que vous, et vous voyez leur vie parfaite sur les réseaux sociaux, ok, ils montrent que des belles photos, ils font que des activités de fou, il y a des stories de dingue, ok. Alors les gens qui ont votre âge, normalement ils sont censés aller en cours, normalement ils n'ont pas le temps de faire ça, ok. Ou alors en dehors des cours, ils ne font que des photos. L'exemple que je donne à tout le monde depuis le début, c'est que je suis parti en vacances avec une dame, avec une amie qui se trouve être coach sportive à Dubaï. Et il y a un problème avec Dubaï, c'est-à-dire qu'à Dubaï, quand on habite là-bas, je pense qu'il faut absolument poster 3 photos par jour et qu'elles soient parfaites et que machin. Et il s'avère qu'on prenait des milliers de photos. J'ai fait pour une photo, j'en ai déjà pris plus de 100, 110, 150 pour qu'elle ait la photo parfaite. On a mis 20 minutes à prendre des photos, elle a mis 1h30 à choisir la bonne photo pour appliquer le bon filtre, le machin, le truc, à me dire parfois elle était en photo en train de boire un verre qu'elle a mis 1 heure à boire. Hein. Et au bout d'un moment elle était là, oh, celle-là elle est bien mais il n'y a plus assez de glaçons. Elle a recommandé des glaçons, on a repris des photos. Moi j'en pouvais plus, j'ai passé des vacances de merde. Mais je voulais absolument voir c'est-à-dire que j'utilise mes collègues, mes amis pour faire des expériences sociales, mais je voulais absolument savoir comment ça se passait. Et au final, les vacances étaient un petit peu pourries quand même, parce que c'était surtout passer du temps sur son téléphone, trouver un chargeur à la plage. Voilà, là, je dis, elle est où ta batterie? Donc je vais filer la mienne, ok. Mais c'était vraiment un stress permanent de mettre la bonne image, ok, de choisir parmi 100 photos quasiment toutes identiques laquelle il fallait poster. Et c'est vrai que si on va sur son flux Instagram, c'est beau, c'est que des belles photos. Par contre, ça ne montre pas la réalité de sa vie. Si on voulait montrer la réalité de sa vie, on la prendrait en photo sur son téléphone, en train de modifier des photos et de choisir la bonne photo. Donc la plupart du temps, on essaie de montrer que la partie jolie de notre vie. Il n'y a pas que des choses jolies dans notre vie, il y a des gens qui mangent aussi des trucs pourris, qui vont dans des endroits pas forcément beaux, ils sont tous pas beaux au réveil aussi, d'accord. Ils se prennent en photo, genre la photo réveil, maquillé, coiffé, ok. Même moi, je sais que ce n'est pas possible alors que je n'ai pas besoin de me coiffer le matin, mais il y a certaines photos qui sont juste là pour améliorer les choses. Okay. Et ensuite, je voulais vous parler du FOMO. Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est une abréviation de termes anglais. Ça s'appelle le Fear of Missing Out. C'est la peur de manquer, de rater quelque chose.
En fait, il y a tellement de choses qui sortent, et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure avec les conférences Apple ou avec n'importe quoi quand on suit un groupe, c'est que dès que quelque chose sort, on doit être au courant. Parce que si on n'est pas au courant et qu'on arrive dans un groupe d'amis et qu'ils nous disent oh, « t'es pas au courant de ça ?» on fait un pas en arrière, on est un peu exclu de ça. Et on a envie de savoir tout ce qui se passe parce qu'on n'a pas envie d'en savoir moins que les autres sur un sujet qu'on aime. Parce que ça nous exclut un petit peu. On ne fait pas partie des genre les gros fans d'un groupe de musique, s'ils n'ont pas lu toute la bio de tous les membres de musique, qui ne connaissent pas où ils sont à l'instant T, le nombre d'ex qu'il y a eu, le machin, le truc, on a l'impression de ne pas faire partie du top fan. Okay, mais si on sait tout ça et qu'au bout d'un moment on s'en détache un peu et qu'on en sait moins, on perd cette position du top fan qu'on veut avoir. Et c'est là qu'on a peur de manquer des choses par rapport à ce qui se passe. Alors ça marche pour la musique, ça marche pour tout. Moi, c'est des études scientifiques sur l'ostéopathie. Voilà, je commence à descendre un peu parce qu'il y en a tellement qui sortent que je ne peux pas tout lire. Mais j'ai mis des espions qui lisent pour moi et qui me font des résumés, c'est très bien. Mais il y a cette volonté de voir vraiment tout ce qui se passe. Et ça s'appelle le fear of missing out. Vous pouvez chercher ça sur Internet. Il y en aura, vous aurez plein d'explications là-dessus. Okay, maintenant, par rapport à la comparaison, je voudrais vous montrer un truc. Voici 3 comptes qui ont un point commun. Alors le point commun, ce n'est pas forcément qu'ils viennent tous d'Instagram et que ce sont des femmes. Quel est le point commun de tous ces comptes? Ouais. Elles montrent leur corps. Elles montrent leur corps, ok. C'est pas ça. Oui. Elles ont toutes déjà des choses de publiées sur leur compte. Alors oui, mais non. Ouais. On peut voir que les photos, elles sont modifiées. Enfin, c'est pire que ça. Aucune de ces personnes n'existe. Comment ça? Tous ces comptes sont des personnages qui ont été créés avec l'intelligence artificielle. Aucune de ces filles n'existe dans la vraie vie. Ok. Et la plupart du temps, ces comptes sont tenus par des hommes. Ok. On est dans un réalisme absolument incroyable. Et le pire, c'est qu'on est dans un réalisme où le personnage est identique à chacune des possibilités, à chacune des photos. C'est-à-dire que si vous essayez, vous, de faire ça, vous n'arriverez pas à avoir 2 fois exactement la même personne. Ce sont des espèces de génies du prompt. Le prompt, c'est ce qu'on donne à l'intelligence artificielle pour la faire fonctionner. Et ils ont réussi à créer un prompt qui leur permet de recréer à chaque fois la même personne. Et ils vont même jusqu'à ajouter des choses. Par exemple, sur certaines photos du compte qui est à gauche, parfois, il y a un petit défaut de peau qui apparaît pour montrer que elle vit une vraie vie, en fait. Sauf qu'elle n'existe absolument pas. Et dans leur définition, il y a toujours un petit truc qui peut dire que ce n'est pas des vraies femmes, mais ce n'est pas dit clairement. Par exemple, à gauche, c'est juste marqué « Powered by AI ». Ça veut dire carbure à l'intelligence artificielle. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui n'existe pas, ça veut juste dire que ça peut être quelqu'un qui passe son temps à utiliser l'intelligence artificielle. Okay, la deuxième, c'est le premier top modèle digital. Ça ne saute pas aux yeux, un top modèle digital, ça ne saute pas aux yeux clairement de dire un top modèle digital, ça peut être un top modèle qui ne fait jamais de défilé, qui ne fait que des photos, d'accord, mais ça peut rester une vraie personne. Et la dernière, c'est un robot de 21 ans qui vit à Los Angeles. D'accord, vous allez sur le compte Instagram des Daft Punk, c'est marqué que c'est des robots aussi, pourtant c'est des vraies personnes. Il n'y a aucun moyen dans leur description de dire qu'elles n'existent pas. Oui? Mais si elles n'existent pas, comment ça se fait que le profil au milieu, là, il est certifié? Et t'es pas obligé d'exister pour certifier. Pepsi, Coca, ils ont un compte certifié. Pourtant, ça n'existe pas. C'est pas des vraies personnes, c'est une marque. Et elle, c'est une marque et elle est certifiée. C'est tout. Et malgré le fait qu'elle n'existe pas, 213 000 followers, 313 240, 2 600 000 followers. Ok? Il serait très intéressant de voir, parmi les 2 600 000 personnes qui suivent le robot de Los Angeles, combien sont au courant qu'elle n'existe pas. Alors elle a des photos qui sont un petit peu trop travaillées, mais bon, ça peut être du travail d'artiste. Celle qui est à gauche, là, elle n'a aucune photo qui peut montrer qu'elle n'existe pas. Aucune. Tout son compte n'est fait que de photos vraiment réalistes où elle boit un coup, elle va faire du yoga, elle sort du sport, elle fait du gaming dans un truc qui n'existe pas derrière, mais même l'arrière-plan, il arrive à faire en sorte que ce soit vraiment visible. L'intérêt de ça, c'est d'avoir 313 000 personnes où il va pouvoir poster des pubs en story et les gens vont les voir. Avant, on laissait des gens développer leur réseau et on les payait pour qu'ils placent des produits pour leurs clients. Okay,
Là maintenant, ils développent leurs propres intelligences artificielles qui leur coûtent pas grand-chose, hein, parce que ça c'est... alors il y a beaucoup d'heures de travail au début pour créer le premier prompt, et après ça va très très vite. Ok, il peut en créer 50 par jour, 50 par heure, même s'il veut, c'est très très facile. Et derrière, il va mettre des stories où... Alors ce qui est fou, c'est que j'aurais dû vous les prendre en photo. Dans les stories, on la voit jamais. On voit une main avec un produit. On voit son sac de sport avec un paquet de protéines, une gourde, des bijoux, des trucs comme ça. Mais on ne la voit jamais sur les stories parce que c'est très difficile de faire une story réaliste, pour l'instant. Dans pas longtemps, ce sera possible, mais aucune de ces photos n'est réelle. Et c'est le seul point commun. Et je vous en ai mis 3, il y en a des centaines de milliers sur les réseaux sociaux. Et même sur TikTok, il y en a sur tous les réseaux sociaux. Donc le point commun, c'est que ces personnes n'existent pas et qu'on peut donc montrer une vie de rêve. C'est sûr que quand on voit toutes les photos de ces comptes-là, on se dit « Waouh, la vie, elle est folle ». Mais c'est une vie qui n'existe pas. Parfois, les lieux n'existent pas. Parfois, ça se trouve, là, vous voyez, en bas, là, la salle de sport dans laquelle elle est, ça se trouve, elle n'existe pas. Elle a juste été créée par une intelligence artificielle. Si on zoomerait, on verrait qu'il y a des poids qui ont des formes un peu bizarres ou n'importe quoi. Mais ce compte n'existe absolument pas. La roue derrière laquelle, en bas, là, la roue derrière laquelle elle est, ça se trouve, elle n'existe même pas du tout. Si on l'analyse, ça se trouve, elle ne peut même pas tourner, cette roue. Il manque des pièces. Mais on ne regarde pas. On voit juste la tête de la personne et on se dit qu'elle a quand même une vie assez folle. Okay, et même la représentation, en gros, d'un personnage comme ça, c'est quelque chose qui a été créé aussi. Okay, donc le réseau social peut amener à faire de la comparaison sur des trucs qui n'existent pas. Parce qu'on essaie de faire des gens parfaits pour pouvoir faire de la communication. Et donc on se compare à des gens qui n'existent absolument pas. Autre chose, et parfois les gens vous partagent leurs photos de vacances en disant « j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça ». La plupart du temps, les gens vont zoomer à mort pour vous dire « j'ai vu la Joconde au Louvre », on va se dire « ah c'est cool, j'ai vu la Joconde, c'est beau quoi ». La réalité de la photo, c'est plutôt ce qui est derrière, un petit filtre, un bon zoom, et on arrive à cette photo-là. Donc en fait, on n'a pas vu la Joconde d'aussi près. Okay, si vous allez visiter une de ces magnifiques murailles, vous ne l'aurez jamais avec 2 personnes qui marchent dessus, sauf si vous levez à 4 h du mat et que vous allez prendre le lever du soleil. Okay, et encore, je pense qu'il y a plein de gens qui veulent voir le lever du soleil. Dans plein d'endroits, c'est comme ça. Vous avez cette... j'ai encore oublié de regarder ce midi, mais vous avez une statue comme ça qui est posée sur un rocher, c'est un élément que tout le monde va prendre en photo, donc on se dit « ouais, c'est beau, ça a l'air calme, c'est paisible ». Vous savez où c'est ? C'est à Copenhague, exactement. Et on voit bien qu'au final, prendre la photo, c'est beau, c'est paisible, mais de l'autre côté, il y a des centaines de personnes qui viennent prendre cette statue en photo. Okay, le B-side, il y a certaines photos, si on inversait la caméra pour voir la photo avec la caméra à selfie, c'est pas du tout la même chose. Cette plage vide, je ne sais absolument pas comment ils ont pris cette photo, mais cette plage vide, ça n'existe quasiment jamais, parce qu'il y a toujours des bateaux qui viennent déposer des touristes et c'est une horreur. Et la dernière, c'est si vous arrivez à faire la galerie des glaces au Louvre seul, soit vous êtes très riche et vous avez réservé le Louvre. C'est à Versailles, pardon. À Versailles. Si vous arrivez à faire la galerie des glaces de Versailles seul, vous êtes vraiment très bon. Okay, soit vous êtes très riche parce que vous avez réservé le truc, soit vous travaillez là-bas et avant l'ouverture, vous êtes pris en photo. Soit vous faites partie des gens qui ont été employés pour faire la com et que vous êtes dans une journée où ça a été privatisé pour vous. Okay, mais vous ne pourrez jamais prendre une photo du parquet entier de la galerie des glaces. Il y aura toujours à peu près cette population-là dans la galerie des glaces. Vous l'avez déjà faite ou pas ? Voilà, on est au milieu de ces gens-là. Alors c'est beau, ça reste beau, parce que ce qui est intéressant, c'est le plafond, mais le parquet est quand même joli aussi. Mais cette photo-là, elle n'existe pas. Dans la vraie vie, personne ne peut prendre cette photo, okay, à part des gens privilégiés. Et c'est très souvent comme ça que sont partagées les photos. Et vous avez aussi l'art du recadrage qui est très important. Vous voyez, là, on a une photo, genre je fais un tennis, c'est cool, j'ai le cours pour moi, alors qu'en fait, si on dézoome, c'est une photo comme tout le monde et c'est même pas elle qui joue au tennis. Okay, on a aussi l'aspect j'ai fait des beaux cookies. Okay, je vais partager mes cookies sur les réseaux sociaux en disant j'ai fait des beaux cookies, je vais mettre un beau filtre et les gens vont se dire que ma vie est incroyable, sauf qu'en réalité, c'est quand même une toute autre vérité qui est derrière. Okay, mais si vous voyez ça sur les réseaux sociaux, elle a fait des beaux cookies. Okay, on se dit, elle a cuisiné, machin, ça se trouve, elle ne les a même pas fait, elle les a achetés. Okay, mais derrière, on a la réalité de la vie qui se met derrière. Là, on peut se dire, cette prof de yoga, elle arrive à faire cette posture incroyable que tout le monde rêve de faire en yoga, sauf que dans la réalité, elle n'est pas vraiment très balèze. Okay, mais qui, sur les réseaux sociaux, va se douter qu'elle est en train d'être maintenue par sa collègue au-dessus ? Pareil, il y en a pas mal, ça, dans les photos
sur les réseaux de j'ai fait une super recette, je prends une belle photo pour dire que j'ai fait une belle pizza, j'ai enlevé une belle part bien coupée et on se dit ça, sa cuisine elle doit être nickel. Sauf que dans la réalité, sa cuisine, bah, c'est la même que la nôtre en fait. Quand on va prendre nous la photo, elle va être moche, elle n'a pas créé la recette, elle l'a pris dans un bouquin et c'est moche comme chez tout le monde. Quand on fait une pizza, bah, on a des trucs partout, soit c'est là, soit c'est dans l'évier, mais globalement on n'a pas une belle vie avec une belle pizza. On s'imagine autour des petites assiettes bien posées, un petit verre de vin, tout nickel, une belle petite ambiance, sauf que en fait, non. Sa cuisine, c'est la même que la nôtre, avec sa vieille chaise en bois et son carrelage de chez mamie derrière. Tout va très bien. Les dessins de sa fille à côté, et tout est fait comme ça. Donc ça, c'était pour vous dire que la comparaison, parfois, elle est mauvaise. Et alors, la comparaison, on y reviendra après. L'autre chose dont je voulais vous parler, c'est de l'obligation sociale. Alors, l'obligation sociale, c'est assez particulier, c'est quelque chose qui a été créé il y a très très longtemps. On a toujours eu des obligations sociales, d'interagir avec les gens, de leur dire bonjour. La politesse est une obligation sociale, d'accord? Ça fait partie des choses qu'on s'impose, d'accord? Mais avec les réseaux sociaux, il y a d'autres obligations sociales qui arrivent. Vous avez tous utilisé ou eu cette expression un jour, mettre un vu. Vous utilisez ça comme expression? Vous n'utilisez pas ça? Non. Je suis le seul à utiliser ça? Je suis le seul à utiliser les termes à la mode ou quoi? Non. Mettre un vu, non, je n'utilise pas ce truc parce que je trouve ça nul, mais mettre un vu, ça veut dire envoyer un message et le lire. L'autre personne voit vu et pas de réponse. Alors pour moi, c'est un jeu pour les gens qui sont vraiment à fond là-dedans. Ma nièce, toujours la même, déteste qu'on mette vu et qu'on mette rien, d'accord? Donc moi, non seulement elle a le vu qui arrive, mais j'écris vu et je lui envoie. Ça l'agace au plus haut point. Je lui ai mis un double vu. J'ai inventé le double vu. Donc je lui mets ça, et derrière j'écris. Elle voit que j'écris, j'efface, j'écris, j'efface, je pose mon téléphone et je lui réponds 3 jours après. Ça l'agace au plus haut point, parce qu'elle ne me pose pas de questions incroyables. Donc je me dis, c'est pas urgent que je réponde, mais je lui dis comme ça, tu apprends la patience, c'est très bien. Et en fait, le problème du vu, c'est que l'obligation sociale qui a été créée avec ça, c'est si tu as vu, tu dois répondre. Alors que non, en fait. Déjà, parfois, on n'a pas la réponse. Et comme on déteste dire je sais pas, ben, on trouve une réponse, et puis c'est pas la bonne. Et puis on écrit parfois sur le coup de l'énervement, on écrit sur le coup de. Et alors, et parfois, en plus, le pire, c'est quand c'est dans une relation un peu de séduction, une relation amoureuse et tout. Si la personne qu'on aime le plus nous met un vu et ne répond pas, là, c'est qu'est-ce qui se passe? Ben, il n'a peut-être pas la réponse, il n'a peut-être pas le bon mot. Il ou elle, d'ailleurs, n'a pas la réponse, le bon mot, c'est pas quoi faire, voilà. Et donc, on ne répond pas tout de suite. Mais il y a cette obligation, non seulement de voir et de répondre, mais il y a une autre obligation sociale qui est assez intéressante, c'est qu'il ne faut pas être le dernier. Il faut être le dernier à avoir répondu. Vous avez déjà vu ça? C'est le fameux, quand on est au téléphone, c'est toi qui raccroche en premier, pour pas être celui qui a abandonné. Okay? Et donc, parfois sur les messages, c'est une conversation tout à fait normale, termine par salut, à demain. Okay? Les deux écrivent salut, à demain, à demain. Et bien, il y en a quand même qui ont leur téléphone en disant il va écrire un truc encore. Il va envoyer un emoji, il va envoyer un petit cœur, on s'en fout. Normalement, dans la vraie vie, on dit au revoir. On s'en va. Au revoir, à demain, on s'en va. Sur le téléphone, c'est pas possible. Il y a toujours cette volonté de dire je veux pas être le dernier, il faut toujours en rajouter. Mais le pire, c'est qu'on attend que l'autre réponde. Mais une fois qu'il a répondu, admettons, il envoie un petit cœur. Qu'est-ce que vous faites derrière? Il faut renvoyer le même? Ou est-ce que c'est trop tôt? Ou est-ce que il y a trop de choses sociales comme ça? Et parce que s'il envoie un cœur et que vous faites rien, vous êtes le dernier à avoir, vous êtes la dernière ou le dernier à avoir répondu. Et ça, c'est pas bon. Non, c'est lui le dernier à avoir répondu, et ça, c'est pas bon. Il faut avoir le dernier mot. Et ça, c'est une espèce d'obligation sociale qui se met en place et qui ne doit pas exister, en fait. Il y a un moment, une discussion, elle a une fin, et il n'y a pas de problème. Okay? Le fait de voir une photo et de ne pas la liker, ou de ne pas la commenter, ou de ne pas en parler aux gens. T'as vu ma photo? Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, j'ai pas d'avis, en fait. Et c'est pas mauvais de ne pas avoir d'avis. Mais il faut avoir un avis sur tout. Donc ça, c'est une espèce d'obligation sociale qui est l'interaction forcée, même quand on n'a pas envie de parler. Alors ce qui est fou, c'est que parfois, vous n'avez pas envie de parler tout court, d'accord? Quand c'est vos parents qui vous demandent de parler, vous allez dire non, mais j'ai pas envie de parler. Par contre, quand c'est un message, c'est faut que je réponde là, c'est important. L'influence n'est pas la même. Si je ne réponds pas, ça ne va pas avoir le même impact. Okay? Donc, cette obligation sociale, elle est complètement fictive et elle n'existe pas réellement. Elle est créée par les gens qui utilisent le réseau, mais ce n'est pas une obligation. Il n'y a pas mort d'homme si on ne répond pas tout de suite à un message. Et on verra tout à l'heure comment on peut gérer ça.
petite question, parmi vous, lorsque vous avez cours le lendemain, d'accord, donc les dimanches, lundi, mardi, mercredi, jeudi, qui dort au moins 8 heures par nuit? Ok. Qui dort entre 7 et 8 heures par nuit? Qui dort entre 6 et 7 heures par nuit? Les autres, qui dort moins de 6 heures? J'allais dire les autres, vous ne dormez pas. Ok. Moins de 6 heures? Ok. D'accord. Alors, selon la science, si vous voulez dormir convenablement à votre âge, il faut dormir entre 8 et 10 heures par nuit. Alors, quel est l'intérêt pour vous de dormir? Pour vous, dormir, ça veut juste dire ne pas être fatigué le lendemain. Ok? C'est le but du sommeil. Sauf que le sommeil, il sert à beaucoup plus de choses que uniquement ne pas être fatigué. Est-ce que vous savez combien de temps on met à mourir si on ne dort pas? Quelqu'un qui ne dort pas, il va finir par mourir, d'accord? On verra de quoi il meurt après, mais combien de temps il faut? Un mois? Ah, beaucoup moins. Une semaine. Un peu plus. 10 jours, c'est 11. C'est 11. L'exemple le plus frappant, c'était un Japonais, fan de foot, qui a voulu voir toute une Coupe du Monde, alors que les matchs étaient diffusés la nuit parce que c'était à l'autre bout du monde, et qui a travaillé quand même la journée, qui a regardé les phases qualificatives et qui n'a jamais vu la finale. On l'a retrouvé mort chez lui. Parce qu'il ne voulait pas dormir, parce qu'il voulait voir tous les matchs, parce qu'il voulait montrer à tout le monde qu'il avait regardé tous les matchs de la Coupe du Monde. Et est-ce que vous savez de quoi on meurt quand on ne dort pas? Oui. Alors non, l'insomnie, c'est le fait de ne pas dormir. C'est ce qui peut causer le fait de ne pas dormir, mais ce n'est pas ce qui va tuer les gens. Alors on ne peut pas mourir de fatigue. C'est pas en mode le cerveau, il se met reposer, du coup il ne marche plus. Non. On meurt de ce... Oui. Vas-y. Non. Alors le cœur s'arrête, oui, mais ce n'est pas une crise cardiaque. On meurt de ce qu'on appelle une septicémie. Vous voyez ce que c'est? C'est une infection généralisée du corps. Ça veut dire que la première chose qui va lâcher, la première chose importante qui va lâcher si vous ne dormez pas pendant 11 jours, et même avant déjà un peu, c'est votre système immunitaire. Ça veut dire que le corps ne peut plus se défendre. Et ce qui se passe, c'est que ce que vous allez manger, quand vous mangez des choses, vous allez ingérer des petites bactéries, ok? Ces petites bactéries, elles vont arriver dans votre ventre et elles ne sont pas censées sortir de votre ventre du tout. Elles sont censées être éliminées ou digérées. Et quand vous perdez de votre système immunitaire, ces petites bactéries, elles vont sortir, décidément, ces petites bactéries, elles vont sortir de votre tube digestif, aller dans votre corps et infecter l'intégralité de votre corps. Et donc, on meurt d'une infection généralisée. La problématique, c'est qu'on est tellement fatigué qu'on n'appelle pas les urgences, machin, on est complètement HS et ça s'installe et on meurt d'une septicémie. C'est des gens, leur cœur va plutôt bien, alors il est attaqué par la septicémie, mais c'est des gens qui physiquement vont très bien, mais en 11 jours, c'est pas possible. Et d'ailleurs, dans les conventions de Genève, qui définissent la torture, alors c'est drôle parce qu'on a quand même des conventions qui définissent ce qu'on a le droit d'utiliser pour torturer les gens, le manque de sommeil est interdit. Priver les gens de sommeil, c'est interdit pour les torturer. Okay. Il y a une raison particulière à ça, c'est que quand on n'a pas dormi pendant longtemps, notre cerveau est capable, parce que la plupart du temps, quand on torture les gens, c'est pour leur faire dire quelque chose. Au bout de 5 à 6 jours, sans sommeil, on peut affirmer quelque chose de faux sans que ce soit visible au détecteur de mensonges. Le cerveau arrive à se persuader que c'est vrai tellement il est fatigué. Et donc on peut dire n'importe quoi, et le détecteur de mensonges ne va pas fonctionner. C'est aussi pour ça que torturer par manque de sommeil, ça ne sert absolument à rien. Donc c'est le système immunitaire qui va lâcher en premier. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du fait que dans votre sommeil, vous avez des cycles? Okay. Est-ce que vous savez combien de cycles vous devez faire par nuit? À votre âge, 4 à 5. Okay. Est-ce que vous savez combien de temps dure un cycle? Entre 90 et 120 minutes en fonction des gens. Okay. Et on ne peut pas influencer le rythme, c'est notre rythme à nous, d'accord? C'est comme ça. Donc entre 90 et 120 minutes. Si vous faites 5 cycles de 120 minutes, vous avez 10 heures de sommeil. Okay. Si vous faites 5 cycles de 90 minutes, vous êtes à 7h30. Okay. Vous n'êtes pas exactement à 8 heures, mais c'est pour ça qu'il faut entre 8 et 10 heures de sommeil. Pourquoi? La plupart du temps, quand vous allez coucher trop tard, c'est pourquoi?
Il y a vos profs, dites que c'est pour réviser. C'est pour réviser quand vous allez coucher trop tard? Non? Oui? Très souvent, c'est pour réviser. Ok. Est-ce que vous savez comment fonctionne votre cerveau pour apprendre? Pas vraiment. Dans votre sommeil, vous avez des cycles. On a parlé que vous avez des cycles. Dans chacun des cycles, vous avez deux types de sommeil. Le sommeil profond et le sommeil léger. D'accord? Ils ont chacun un intérêt dans l'apprentissage. Le sommeil profond, alors il faut partir d'une base, vous avez quelque chose à la base de votre cerveau qui s'appelle l'hippocampe. L'hippocampe, c'est la mémoire journalière de votre cerveau. Il peut prendre des informations entre deux phases de sommeil, d'accord? Et les stocker là, mais après il faut vider parce que le lendemain, il faut re-remplir cet hippocampe. Okay? Par contre, il a une taille limitée. Si entre deux phases de sommeil, s'il y a 24 heures, il ne peut pas retenir 24 heures d'informations. Sachant que cet hippocampe, il n'est pas là pour retenir des mots ou des phrases, il retient des sensations. Là, des informations qui viennent de vos sens. Ce que vous avez vu, ce que vous avez senti, ce que vous avez ressenti, tous vos sens sont mis en avant. Donc quand vous apprenez, ce n'est pas uniquement ce que vous avez lu, c'est l'intégralité de l'information qui est autour de vous. Donc l'hippocampe va se remplir toute la journée. Quand vous allez dormir, dans la première phase profonde de votre sommeil, et ça va être comme ça dans toutes les phases profondes, on a ce qu'on appelle des ondes lentes, on va prendre des informations de votre hippocampe par paquet et on va les ramener vers votre cortex cérébral. Très très doucement parce qu'il ne faut pas les abîmer. Il faut que ce soit le plus cohérent possible et le plus vrai possible. Donc on va les transporter tout doucement jusqu'à votre cortex. Ce sont des ondes cérébrales qui parcourent le cerveau jusqu'à l'avant. Et après, vous allez passer dans un sommeil qu'on appelle le sommeil léger, d'accord, qui est le sommeil durant lequel vous rêvez. D'accord ? À ce moment-là, votre cerveau va faire un autre type d'activité. Il va prendre les informations qu'on a ramenées, il va regarder ce que c'est, il va leur donner il va mettre des informations dessus comme s'il mettait des étiquettes. Ça correspond à ça, ça va avec ça va avec ça. Ok ? Un peu comme ici. C'est comme quand on reçoit des livres. On met des petites étiquettes avec des petites références, ok ? Et pendant le rêve, après, on va aller ranger chacune des informations à l'endroit spécifique où on pourra les retrouver facilement. Ok ? Mais pour ça, il faut avoir un sommeil léger, suffisant pour pouvoir ranger tout le chantier qu'on a ramené pendant le sommeil profond. Et on estime, à votre âge, qu'après 5 cycles en faisant ça, on a vidé l'hippocampe et on a correctement rangé tout le reste. S'il vous manque un cycle, non seulement vous allez perdre des informations parce qu'au réveil, on les aura oubliées, mais en plus, vous n'allez pas les ranger convenablement, donc ce sera des informations que peut-être que vous les avez transférées, mais en plus, vous ne les avez pas rangées, donc elles sont inaccessibles. Elles seront beaucoup plus difficiles, vous aurez plus de mal à y accéder plus tard. Okay ? Donc ça veut dire que réviser trop tard, ça sous-entend que peut-être vous allez essayer de remplir un hippocampe qui est déjà plein, donc ça ne sert absolument à rien, et que derrière, la nuit courte va faire que tout ce que vous avez appris en fin de journée n'a même pas été transféré dans la partie importante. Okay ? Il vaudrait mieux, dans ces cas-là, inverser peut-être une utilisation qui est de rentrer du bahut, passer un peu de temps sur son téléphone, qui finit par être beaucoup de temps sur son téléphone, et prendre le temps qui reste pour réviser, plutôt faire l'inverse et dire « je vais apprendre et passer du temps sur mon téléphone derrière », en le minutant. Parce que je pense que si vous n'avez pas fini un travail à faire pour le bahut, vous allez vous dire « je vais me coucher plus tard ». En revanche, quand vous voyez l'heure sur le téléphone, c'est quand même plus simple de se dire « là, ce serait bien que j'arrête, il n'y a pas mort d'homme si je ne regarde pas tout, et je vais dormir ». On reparlera du téléphone avant le sommeil, maintenant on va en parler maintenant. Est-ce que vous savez ce qu'est, donc vous voyez pour l'apprentissage, pourquoi c'est important de faire vos cycles et de bien dormir, okay ? Et l'intérêt aussi du rêve, je voulais vous parler du rêve. La plupart du temps, vos rêves, ils sont totalement incohérents. Vous avez déjà vu que vous avez rêvé de trucs qui n'existaient pas. Vous imaginez dans un lieu, mais ce lieu n'est absolument pas comme il est dans la réalité. Votre cerveau, il crée des choses un peu perturbantes, un peu inhabituelles, qui sortent de l'ordinaire, parce que c'est ça que vous allez retenir. Vous allez retenir ce qui sort de l'ordinaire. Ce qui est banal, votre cerveau, il ne va pas s'en rendre compte. Il va toujours créer des trucs un peu bizarres, des liens un peu bizarres entre vos connaissances et ce que vous connaissez déjà. Et c'est là que le rêve est important, parce que c'est en créant des liens entre les choses que vous allez pouvoir les retrouver. Et plus il y aura de liens, plus vous allez les retrouver facilement. Donc plus vous allez faire de rêves différents, plus vous allez retrouver les choses. Oui ? C'est vrai que les impressions de déjà vu, ça vient des rêves. Alors les impressions de déjà vu, aujourd'hui, alors c'est normalement quelque chose que tu as déjà rêvé, mais en fait c'est une résonance de ton cerveau, et en fait il se trouve, il paraît, alors la recherche aujourd'hui dit qu'en fait ton cerveau trouve une résonance à quelque chose que tu aurais déjà pu rêver, mais tu l'as sans doute jamais rêvé parce que tu ne peux pas dire quand est-ce que tu l'as rêvé. Ça, c'est encore un truc sur lequel qu'on est en train d'étudier, parce que les données ne sont pas exactement les mêmes pour tout le monde. Donc il faut qu'on arrive encore
à chercher. Et c'est ce qui est intéressant dans la neuroscience aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas tout et qu'on n'en sait vraiment pas beaucoup. Et pourtant, on arrive quand même à gérer ce genre de truc. Mais on n'en sait pas beaucoup, donc il y a encore beaucoup de recherches qui sont faites là-dessus. Et quand on aura plus de données, on pourra vraiment analyser ça et avoir une vraie réponse au déjà vu. Mais pour l'instant, ça reste encore un truc un peu sombre. Mais on finira par avoir une réponse, j'en suis sûr. Il y a plein de gens qui ne font que ça, étudier le sommeil. Par rapport au téléphone et au sommeil, il faut que je vous explique un truc. Est-ce que vous avez tous déjà entendu parler de la mélatonine? Ok. Vous savez ce que c'est la mélatonine? Ça permet de faire quoi? De dormir. Non. La mélatonine ne fait dormir personne. La mélatonine, ça ne fait pas dormir. Et c'est ça le problème. C'est que quand on vous dit bah, « t'arrives pas à dormir, je vais te donner de la mélatonine », certes, ça vous aide à dormir, mais la mélatonine, il faut imaginer que votre sommeil, c'est une course de 100 mètres. Okay, vous avez des gens dans des starting blocks qui sont prêts à partir, et c'est eux qui vont réaliser le sommeil. La mélatonine, c'est le pistolet qui dit qu'on peut partir. D'accord? Donc ça veut dire que c'est un élément chimique dans votre cerveau qui va dire « là, maintenant, ce serait bien d'aller dormir ». Mais si quand le mec il tire, les gens sur le départ, ils ne veulent pas partir, il n'y a pas de course. Si quand la mélatonine arrive et qu'elle commence à vous fermer un petit peu les yeux, que vous commencez à être un peu groggy, là vous vous dites « non, j'ai encore 2-3 trucs à regarder sur mon téléphone », vous avez 45 minutes pendant lesquelles la mélatonine va être efficace. Une fois que vous avez passé ça, vous allez vous endormir beaucoup plus difficilement ou parce que vous êtes complètement exténué. Et ça, c'est pas bon de s'endormir complètement exténué. La mélatonine, elle doit apparaître tous les jours à la même heure et vous dire « là, c'est l'heure d'aller dormir ». Parce que si vous allez dormir là, je vais être capable derrière de faire des beaux cycles les uns derrière les autres. Et bosser sous mélatonine, ça ne marche absolument pas parce qu'on rate un mot sur deux et on n'y arrive pas. Et la particularité de votre téléphone, c'est que je vous ai dit que votre cerveau votre corps pouvait oublier des besoins physiologiques. D'accord ? Avec votre téléphone sous les yeux, votre corps peut oublier de sécréter de la mélatonine. Il va finir par la sécréter au dernier moment quand il en pourra plus et qu'il se dira « bon, là maintenant, il faut peut-être aller dormir ». Et ça peut se décaler de 3 heures. Ok ? On ne va pas rentrer dans le détail plus du sommeil. Sachez juste que pour réguler votre espace veille-sommeil, votre cerveau a besoin de percevoir des informations de l'extérieur. Il y en a 4 qui sont importantes, ça s'appelle des donneurs de temps. Le premier, c'est la lumière du soleil. Le deuxième, c'est le fait de bouger. Okay. Normalement, la nuit, il n'y a pas de soleil, donc c'est le moment où il faut dormir. Le deuxième, c'est le fait de bouger. Normalement, la nuit, vous n'êtes pas censé vous lever, marcher et faire du sport. Si c'est le cas, consultez. Normalement, la nuit, vous n'êtes pas censé manger non plus. Okay. Donc ça, c'est un donneur de temps. Manger la journée, manger, ça veut dire qu'il fait jour. Okay. Donc manger un truc juste avant d'aller dormir, ce n'est pas une bonne idée pour le cerveau. Okay. Manger, ça veut dire je ne vais pas sécréter de mélatonine tout de suite. Okay. Et la dernière chose, c'est d'avoir des relations sociales. On n'est pas censé avoir une interaction sociale pendant qu'on dort. Okay. On peut en avoir dans le lit, okay, mais pas pendant qu'on dort. Et le fait d'avoir des interactions sociales décale le pic de mélatonine parce que le cerveau dit « ben non, ça c'est une activité de jour, c'est pas l'heure de dormir ». Et échanger des messages sur les réseaux, c'est avoir une interaction sociale. Donc tant que vous échangez des messages, votre cerveau il se dit « ben non, là je ne fais pas une activité de sommeil ». Avoir une activité de sommeil, c'est baisser l'activité, être un peu au calme, lire un truc pas forcément hyper intéressant, en ayant le moins de mouvement possible, dans les bonnes conditions, pour pouvoir laisser le corps s'endormir. Mais un téléphone, c'est absolument pas un moyen de s'endormir convenablement parce que ça va décaler votre heure de sommeil. Et vous allez vous dire, j'ai pas sommeil. Mais non, vous n'avez pas sommeil parce que votre téléphone vous empêche de ressentir la fatigue. Et c'est ça la vraie problématique. Okay ? Et à long terme, le manque de sommeil peut avoir des effets délétères sur plein de choses. Un autre élément sur le sommeil, si vous avez un vaccin à faire, okay, il y a une étude qui a été faite, on fait faire un vaccin à des gens, et juste la nuit d'avant, il y a un groupe qui dort pendant 8 heures et l'autre groupe qui dort pendant 4 heures. Okay, on fait le même vaccin à tout le monde. Ceux qui ont dormi 4 heures, le vaccin il est 25% moins efficace. Juste parce qu'on n'a pas assez dormi. Ça a des effets sur absolument tout. Si vraiment vous voulez avoir une lecture intéressante sur le sommeil et que vous avez le temps, parce que c'est un gros bouquin, il y a un livre qui s'appelle « Pourquoi nous dormons ?» qui a été écrit par un mec qui s'appelle Matthew Walker. Et ce bouquin, c'est la Bible du sommeil aujourd'hui. Et ça vous permet vraiment de comprendre comment fonctionne votre sommeil et pourquoi il est intéressant de dormir. Et lire ce bouquin le soir donne envie d'aller dormir. Parce qu'à chaque fois qu'on le lit, on se dit « non mais là, il faut que j'aille dormir ». Okay, on le pose et on dort. Parce que avoir ces 7 à 9 heures de sommeil au-delà de 25 ans et 8 à 10 heures aujourd'hui,
pour vous, c'est le plus important pour pouvoir apprendre convenablement. Tous les efforts que vous allez faire dans la journée ne servent à rien si vous ne dormez pas suffisamment la nuit. Que ce soit de l'apprentissage, du sport, n'importe quoi, si vous ne dormez pas, ça ne sert absolument à rien. Ok ? Je me calme sur le sommeil maintenant, il faut qu'on passe à autre chose. Petite différence. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'effet que peuvent avoir les réseaux sociaux sur une partie de la population, okay, sur les adolescents. Donc on voit qu'il y a stress, anxiété, dépression. Et vous avez tout un tas d'études qui vous disent qu'en fait, non, ça va. La population adolescente est plutôt bien face aux écrans et face aux réseaux sociaux. Il faut faire la différence entre écran et réseaux sociaux. Je vous ai dit tout à l'heure, écrire un livre, c'est de l'écran et ce n'est pas stressant du tout. À part s'il y a une deadline pour le livre, ça ne pose pas de problème. Sauf que ces études-là, il y a des gens qui ont repris les chiffres et qui ont séparé les informations qui venaient des hommes, des filles, et les informations qui venaient des garçons. Okay, et il s'avère que pour la population des filles, les effets sont plus importants au niveau des réseaux sociaux. Et ça, c'est assez facile à comprendre. On revient encore 2000 ans en arrière. Okay, l'objectif de l'humanité, c'était, c'est toujours le cas, hein, on se pose des questions aujourd'hui, mais l'objectif de l'humanité, c'est perpétuer l'espèce. Okay, pour perpétuer l'espèce, il faut deux choses qui sont d'un côté masculin et de l'autre côté féminin. Je vous rappelle qu'on est il y a 2000 ans, on n'est pas aujourd'hui. Il y a 2000 ans, les femmes étaient là pour avoir des enfants et les hommes étaient là pour avoir des enfants et les élever, et les hommes étaient là pour protéger et permettre éviter les attaques. Okay, dans cette optique, la femme, et encore une fois je vous rappelle que c'était il y a 2000 ans, ça va être très réducteur, mais à cette époque-là, pour pouvoir avoir des enfants, il fallait séduire, être la personne la plus séduisante, alors pas forcément la plus belle parce que les canons de l'époque n'étaient pas forcément fous, mais être la personne la plus séduisante autour d'un homme pour pouvoir avoir une progéniture de lui. Okay, donc le besoin d'être au-dessus de l'autre physiquement est important physiologiquement dans le cerveau de la femme. Même si ce n'est plus le cas aujourd'hui, au fond, il y a toujours ça et la comparaison à l'autre est toujours là. Et d'ailleurs, vous pouvez regarder des garçons qui regardent des garçons sur les réseaux sociaux, il va y avoir beaucoup de commentaires sur la situation, mais peu sur le physique et peu de détails. Vous mettez des filles qui se regardent sur Internet, et j'ai déjà fait le test, ça va aller regarder la forme des lèvres, la couleur des cheveux, la coupe de cheveux, le corps, tout va être épié, alors que les hommes s'en moquent royalement. Peut-être si, de par le fait de protéger, peut-être la taille des muscles, et encore, ou la capacité physique. Okay, mais chez les filles, il y a encore cette comparaison qui est beaucoup plus importante. Et c'est la raison pour laquelle, quand on sépare les données des garçons et les données des filles, on a encore aujourd'hui, parce que ce besoin de séduction, il était encore présent, je vous dis il y a 2000 ans, mais il y a quelques centaines d'années, c'était encore le cas. Okay, et dans certains coins du monde, c'est encore le cas aujourd'hui. Donc cette comparaison, elle est beaucoup plus importante et c'est ce qui mène à avoir plus d'effets négatifs des réseaux sociaux chez les filles que chez les garçons. Maintenant, est-ce qu'on a des solutions pour éviter tout ça? Alors je pense que oui, et il y en a un paquet. Donc on va commencer simplement par essayer de voir si on ne peut pas changer l'utilisation du téléphone. Combien parmi vous lisent des livres sur le téléphone? Ok, super. Vous en lisez beaucoup? Monsieur, oui. Les ordinateurs. Comment? Les ordinateurs. Oui. L'utilisation d'écran, globalement. Okay, on va avoir des solutions pour le téléphone, mais l'écran, globalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'écran, si vous l'utilisez pour écrire, pour vous informer avec modération ou vous développer, ça ne pose pas de problème. Okay, donc, essayez de trouver des moyens sur le téléphone d'aller consulter des sites internet plutôt que des réseaux sociaux. Il existe des sites internet, je sais que vous y allez très peu, okay, plus ça vient, moins il y a de gens qui vont sur les sites internet et qui vont sur les réseaux sociaux pour se renseigner. Moi par exemple, je suis en train de relire en ce moment, de me faire relire en audio les Harry Potter, et je fais plein de recherches sur internet pour aller approfondir certaines connaissances sur des personnages, sur des scènes, sur des trucs. Je suis allé visiter le musée il y a un moment, mais voilà, j'essaie de retrouver des informations. Et là, je vais sur des sites où il y a des forums, des trucs qui n'existent pas sur les réseaux sociaux, des forums où des gens partagent des informations. Et j'essaie d'approfondir un peu parce que je sais que ma fille, dans quelques années, va se mettre à les lire et je veux être au top pour répondre à toutes ces questions bizarres qu'elle va avoir sur les livres. Donc, l'utilisation du téléphone, elle peut changer. Ça peut être quelque chose qui peut vous aider. Ça peut être un endroit où vous allez chercher de l'information utile parce que vous en avez besoin. Et pas un moment où vous allez sur le téléphone pour voir si peut-être il y a quelque chose qui m'intéresse dessus. Non, j'ai besoin d'aller chercher quelque chose, je vais dessus. Ma fille, elle a 6 ans.
Quand on est avec elle sur le téléphone aujourd'hui, ma fille reconnaît plus une page Google qu'une icône de réseau social. Et on pose plein de questions à Google. On a passé 20 minutes le week-end dernier à regarder, en fonction des oiseaux, combien de temps mettaient les œufs à éclore. Et ça l'a passionnée. Parce qu'elle est un peu dingue avec les animaux, elle a 6 ans, elle est folle de ça. Donc, on va chercher, pour elle, c'est un moyen d'aller chercher des réponses. Siri, pareil, sert à faire ça. Siri sert à avoir des réponses. Elle apprend aujourd'hui vocalement avec moi, toujours avec moi, à utiliser ChatGPT pour aller chercher des informations, lui poser des bonnes questions et avoir des informations. Okay. Par contre, elle ne prendra pas l'habitude, et j'essaie de ne pas lui faire prendre l'habitude, d'utiliser un réseau social pour aller voir quoi que ce soit. Si elle veut voir un réseau social, c'est pour voir. Je suis pour elle une fille qui fait des maquillages de princesse, c'est le seul truc qu'elle veut bien voir. On regarde ça pendant 10 minutes et après on arrête. Mais sortir le téléphone aujourd'hui, c'est faire quelque chose. Et je l'ai même programmé pour qu'elle m'empêche d'utiliser mon téléphone portable. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je suis sur mon téléphone, elle vient me voir et elle me dit « Papa, est-ce que c'est important ce que tu es en train de faire sur ton téléphone ?» La plupart du temps, ça ne l'est pas. Okay, je faisais peut-être un truc important il y a 10 minutes, mais là, j'étais complètement sur autre chose. Donc, j'ai envie d'être honnête avec ma fille, je lui dis non. Elle me dit, bah alors tu le poses et on va jouer. Et comment vous voulez que je dise non à une fille de 6 ans qui me dit de faire ce que j'aurais dû moi-même faire avant? Donc bah, je pose mon téléphone et elle va essayer de me coiffer. C'est son délire. Okay, c'est de l'échec depuis longtemps, mais elle essaye quand même. Et c'est très bien. Okay, sinon, elle me maquille. Je préfère quand elle me coiffe. Donc, montrer une utilisation différente, essayer d'avoir une utilisation différente, c'est important. Et il est possible que cette utilisation un peu forcée du téléphone qu'on a, elle vient, alors pas forcément moi, mais vous peut-être, vos parents utilisent peut-être beaucoup vos téléphones, et le fait de voir les parents avec les téléphones pousse les enfants à utiliser les téléphones. C'est pour ça aussi que j'essaie, moi, quand je suis avec ma fille, de ne pas trop l'utiliser, ce qui fait que même à l'extérieur, j'essaie de ne pas trop l'utiliser pour mettre en place ces habitudes-là, mais qu'elle ne se rende pas compte que regarder quelqu'un qui utilise un téléphone, ça peut durer des plombes et on passe notre temps dessus. Avoir une interaction sociale, c'est parler avec des gens, les yeux dans les yeux et pas les yeux dans l'écran et les yeux qui se relèvent. Okay, donc c'est important de le voir comme ça et de montrer une utilisation comme ça. Parce que vous pouvez vous dire, le jour où j'ai un enfant, j'arrête, ça ne marche pas. Quand vous avez pris l'habitude, c'est une lutte pour arrêter de l'utiliser convenablement. L'autre chose, c'est le pacte social. Donc on en a parlé tout à l'heure avec le fait d'avoir des obligations sociales de répondre à tout. Et en fait, vous pouvez définir des pactes sociaux assez simples. Alors, c'est bête de le faire. Vous allez vous dire que c'est bête de le faire parce que vous ne voyez pas l'intérêt. Mais moi, j'ai défini un pacte social avec différentes personnes autour de moi. Mes étudiants, par exemple, ne peuvent discuter avec moi que par mail. Parce que sinon, ils m'appellent tout le temps, c'est un peu agaçant. Et quand ils m'envoient un mail, ils reçoivent absolument tout de suite une réponse automatique disant que je ne réponds aux mails que le mardi matin et le vendredi matin. OK ? Je l'ai fait pour moi parce que c'est du temps qui est bloqué dans mon agenda pour aller m'occuper des mails de mes étudiants, mais c'est aussi pour eux, c'est un intérêt, parce que s'ils m'écrivent le mardi après-midi, ils ne vont pas aller regarder leur boîte mail toutes les 5 minutes pour savoir si j'ai répondu. Ils savent que de toute façon, s'ils m'écrivent mardi après-midi, la réponse, elle sera vendredi matin dans leur boîte mail. Ça évite de les forcer à aller voir s'il y a une réponse et de se dire, quand je reçois la réponse, je dois répondre tout de suite. Et en plus, pour encore plus les agacer, je réponds pendant qu'ils dorment. Moi, je me lève à 5h tous les matins. À 5h30, je réponds à mes mails. Et ils se lèvent, eux, vers 8h, parce qu'ils ont cours à 9h. Et ils voient que ça fait 2 heures que je leur ai envoyé un mail et ils sont en panique. « Ah, désolé, j'ai pas pu répondre tout de suite. » Mais j'ai fait exprès, en fait. Parce que s'il me répond à 8h, ben moi, j'ai fini de répondre à mes mails, donc il aura une réponse mardi prochain. Okay. Donc ça, c'est une obligation sociale que j'ai mis. Ils savent aussi, quand je suis des étudiants qui font leur mémoire, on a un lien un peu plus réduit avec eux, ils savent que je ne réponds à aucun message après 21h. Okay, et que je ne réponds pas au téléphone pendant que je suis en consultation. Et comme ils ne savent pas à quelle heure je consulte, je peux ne répondre au téléphone quasiment jamais. Et ils laissent des messages, ou ils m'envoient des messages, ou ils m'envoient des mails. Okay, si jamais je vois que le mail est urgent, je peux répondre plus tôt. Mais j'ai mis un truc social qui dit que je n'interagirai avec mon téléphone et je ne répondrai que quand je l'aurai choisi. Et ils ne vont pas m'empêcher de dormir. Okay, et s'ils m'écrivent à 2h du mat, parce que j'ai des étudiants qui font ça, parce qu'ils sont très bien organisés et qui ne font pas leur mémoire une semaine avant, ils m'écrivent à 2h du mat, et ben je sais très bien qu'à 5h30, je vais leur répondre. Et parfois, à 5h30, ils me répondent. Ça veut dire qu'à 2h, ils étaient debout et qu'à 5h30, ils étaient debout. Et entre les deux, je ne sais même pas s'ils ont dormi. Vu comment je les vois le lendemain matin, ils n'ont peut-être pas forcément dormi, parce qu'ils ne sont pas forcément organisés. Et ça les oblige derrière à s'organiser. Donc c'est un pacte social que vous pouvez passer entre vous, qui dit que vous pouvez mettre des modes sur toutes vos messageries, vous avez des modes ne pas déranger. Vous avez ça sur à peu près tout, vous dites juste que vous êtes en train de bosser, et
eh ben, les gens voient que vous êtes occupé. Ben, si vous êtes occupé, c'est que vous n'avez pas à répondre. Donc si on vous écrit, l'obligation sociale ne s'applique pas parce que vous êtes occupé. Ou sinon, il faut sous-entendre que les gens acceptent qu'ils vous dérangent. Et ça, c'est pas possible. Donc vous pouvez très bien dire que, et on va voir tout à l'heure comment on peut créer des modes, vous pouvez très bien dire que, eh bien, vous ne voulez pas qu'on vous dérange de telle heure à telle heure. Quand vous êtes en train de faire vos devoirs, par exemple, il n'y a aucune raison que votre téléphone vous dérange. Il doit soit être dans une autre pièce, soit être mis dans un mode où personne ne peut vous déranger. Si c'est votre calculatrice, mais bon, ça reste quand même un peu compliqué que ce soit votre calculatrice, mais si c'est votre calculatrice, vous pouvez le conserver. Si vous en avez besoin pour aller faire des recherches ou n'importe quoi, ok. Mais les gens ne sont pas censés vous déranger quand vous ne voulez pas être dérangé. Et il faut accepter que les autres ne veuillent pas être dérangés. Ils ne sont pas disponibles tout le temps pour vous, comme vous n'êtes pas disponible tout le temps pour les autres. Donc ça, c'est une discussion que vous pouvez avoir entre vous, à vous dire, bah moi par exemple, je définis que le soir, entre 18h30 et 19h30, eh ben, je fais mes devoirs. Et personne ne vient me gonfler pendant ce temps-là. Et si ça se trouve, entre 18h30 et 19h30, vous allez abattre suffisamment de travail pour ne pas avoir besoin de les reprendre derrière et de pousser jusqu'à 21h ou 22h ou 23h, juste parce que vous faites une alternance téléphone-devoir. Personne n'est multitâche. Alors je sais, les filles disent, nous on est multitâche, les garçons ils sont monotâches. Personne n'est multitâche. Notre cerveau ne fait que passer d'une tâche à l'autre plus ou moins rapidement. Mais ça sous-entend qu'on doit switcher quand même. Et switcher, c'est pas une bonne chose. Le fait d'être concentré sur une seule tâche, et là c'est assez fou, le fait d'être concentré sur une seule tâche, à un moment où vous êtes tellement efficace sur votre tâche que vous sécrétez la dopamine qu'on a vue tout à l'heure. Et cette dopamine, elle a un effet particulier, ça s'appelle l'effet tunnel. L'effet tunnel, c'est quand vous êtes concentré sur quelque chose, et ça vous arrive parfois avec votre téléphone, on a vu tout à l'heure que ça vous empêchait de ressentir la faim, la soif, mais ça peut vous faire aussi oublier certaines choses qu'on vous dit à côté, mettre comme si vous aviez un casque anti-bruit et que les voix, au lieu d'être pleines comme ça, elles sont un peu comme ça et vous entendez rien. Et même votre vue, elle devient plus floue sur les côtés. Et vous vous rendez compte que quand vous êtes bien à fond sur votre téléphone, vous êtes beaucoup plus surpris par les gens qui viennent vous taper sur l'épaule parce que votre vue s'est complètement fermée. Et quand vous sécrétez de la dopamine pendant que vous êtes en train de travailler, vous faites le même effet tunnel, sauf que là, vous vous concentrez sur un truc efficace pour pouvoir avancer plus vite sur votre travail. Donc cette dopamine, il faut essayer de la sécréter au bon moment et de s'en servir, que ce soit une utilité derrière. Okay ? Donc vous pouvez très bien faire des pactes sociaux comme ça. Ensuite, vous pouvez essayer de réguler votre téléphone, et pour le réguler, le premier truc, ce sont les notifications. Vous avez tous dans vos téléphones, que ce soit des iPhones ou des téléphones Android, vous avez tous dedans un menu sur les notifications, dans lesquels vous pouvez gérer le moment où les notifications arrivent et le type de notification que vous allez avoir. La pire chose que vous pouvez avoir, c'est la notification sur l'écran, parce que c'est celle qui va vous faire déverrouiller votre téléphone. Mais l'autre piège, c'est les petits badges sur les applications. Okay ? Le petit badge, ça vous fait ouvrir le truc, alors que parfois c'est juste un message système pour vous dire que voilà, sauf que derrière, vous êtes dedans, il y a une image, bon, on va scroller un peu, c'est normal. Okay ? Et parfois, c'est juste une notification pour dire ah, ça fait longtemps qu'on... Bon, vous ne devez pas beaucoup l'avoir, moi je l'ai de temps en temps, mais ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu. Ah non, ben c'est normal que ça fait longtemps que tu ne m'as pas vu. Hop, on va essayer de ne plus voir cette notification pour ne pas retourner dessus. Okay ? Il vous envoie même des mails quand ça fait longtemps que vous n'êtes pas connecté. C'est des dingues. Et donc, le but, c'est d'éviter d'avoir quoi que ce soit qui vous force à prendre votre téléphone. Moins il y en aura de notifications, moins vous allez les prendre. Alors, je ne sais pas si sur Android ça existe, mais sur l'iPhone, quand vous allez dans temps d'écran et que vous descendez, vous pouvez voir le nombre de fois où vous avez pris votre téléphone dans la journée. Le nombre de fois où vous l'avez déverrouillé. Et là, ça commence à être un peu compliqué, parce qu'il y a des personnes qui arrivent à 5 à 600 fois par jour. Et vous pouvez aussi voir le nombre de notifications que vous avez reçues. Et là, c'est affolant. Là, on peut être à 5, 600, 900, 1000 notifications par jour. Parce que si vous en avez une à chaque fois que quelqu'un vous parle, eh ben, ça va très vite. Donc réguler ces notifications, c'est aussi éviter d'avoir un besoin d'allumer ce téléphone. Donc vous pouvez aller là-dedans, et vous pouvez aussi faire un truc qui s'appelle, alors je ne sais pas si ça existe sur Android, moi je n'ai pas réussi à le configurer, ça s'appelle des résumés programmés. Vous pouvez définir des moments dans la journée où les notifications que vous avez choisies arrivent tout en même temps. Moi par exemple, j'en ai un à 8h30 du matin. À 8h30 du matin, j'ai déposé ma fille à l'école, je commence à 9h15, j'ai un petit temps entre les deux, et je me donne 15 minutes, et là j'ai toutes les notifications de la nuit qui arrivent en même temps. Ce qui fait que je n'ai pas de notification à 7h du matin pendant que je suis avec ma fille, je n'ai pas de notification quand je suis en vélo, quand je suis en train de me déplacer. Toutes mes notifications arrivent quand je suis disposé à les lire. Et j'en ai un autre le soir, à 18h30, quand je finis ma journée. Et à chaque fois, je me donne une demi-heure, un quart d'heure, une demi-heure pour répondre à ces notifications-là. Si je l'avais fait à chaque fois qu'elles sont arrivées pendant la journée, ça m'aurait pris beaucoup plus de temps et surtout, ça m'aurait sorti de mon travail.
Moi, quand je consulte à mon cabinet, je reçois les gens pendant 45 minutes, et pendant 45 minutes, je ne dois pas prendre mon téléphone. Je ne dois pas le regarder, il ne doit pas vibrer, et parfois il vibre, parce qu'il y a des gens qui m'appellent quand même, mais je ne dois pas le regarder pendant 45 minutes. Et il arrive parfois que j'enchaîne 3, 4, 5, 6 patients sans toucher à mon téléphone. Et pourtant, j'ai plein de notifications dessus. Mais je ne dois pas le regarder parce que je dois rester concentré et je dois être présent physiquement. Et ma conscience doit être là pour pouvoir prendre en charge convenablement les gens. Tout comme il faut être là pour écouter convenablement un cours, tout comme il faut être là pour donner aussi un cours ou une conférence. Okay ? Donc le but, c'est de réguler ça. Est-ce que vous pouvez ressortir vos téléphones, s'il vous plaît ? Alors apparemment, la version Android est un peu compliquée parce que je n'ai pas la même version et apparemment Android change de version en fonction des personnes que vous avez. Qui a un téléphone Android là ? Ok, donc il n'y en a que 3 qui ont une excuse pour pas que ça aille au bout. Tous les autres, vous avez des iPhones, normalement vous êtes à jour. Donc vous avez la version iPhone de ce côté, la version Android de l'autre côté. Et on va créer un mode bahut. Ok ? Donc vous allez dans concentration sur l'iPhone et dans bien-être numérique sur Android. Sur Android, vous allez scroller jusqu'en bas du menu bien-être numérique et normalement, vous allez avoir en bas, vous cherchez autre chose et mode concentration. Sur iPhone, restez juste sur ce truc focus, concentration. OK ? Donc sur iPhone, vous allez cliquer sur plus en haut à droite et sur Android, vous allez cliquer sur ajouter un mode. Sur iPhone, vous allez arriver sur personnaliser, cliquez sur personnaliser. Tout le monde y est ? Et vous allez arriver là-dessus. On va lui donner un petit nom, vous l'appelez comme vous voulez. École, bahut, j'ai pas envie, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, peu importe. Vous lui donnez une petite couleur, une petite icône. Et vous appuyez sur suivant sur iPhone et sur terminer sur Android. La joie d'Android où on va appuyer sur terminer 100 fois. Et vous allez arriver là-dessus. Ça va redémarrer ton téléphone. Vous allez arriver là-dessus. Et là, ce que j'aimerais, c'est que sur Android, vous appuyez sur lieu et que sur téléphone, vous allez marquer, alors en français, ça doit être ajouter une programmation peut-être. Ajouter un programme. Appuyez sur ajouter un programme. Et vous allez arriver là-dessus, soit en temps, soit une localisation, soit une application. Ça va être ce qu'on appelle le trigger qui va permettre d'activer un mode. Ce mode, aujourd'hui, je voudrais qu'il s'active en fonction du lieu. Donc vous allez aller sur lieu. S'il ne vous propose pas de vous localiser, vous tapez lycée Roosevelt Reims et il va le trouver. C'est bon ? Il a trouvé ? Vous validez ça. Et vous allez vous retrouver de nouveau ici. OK ? Vous y êtes ? C'est bon ? Une fois que vous êtes là, vous allez cliquer sur Applications et sur Android, vous allez mettre Limiter l'utilisation d'applications. Donc sur iPhone, c'est Applications à côté de People, là, à côté de Personnes, Contact. Et vous allez vous retrouver là-dessus. Ce qui va vous permettre de choisir les applications. Alors, sur l'iPhone, normalement, c'est marqué « Autoriser les applications suivantes », mais autoriser les notifications depuis, mais vous allez mettre « Éteindre les notifications » ou « Rendre silencieuses les notifications » et vous allez cliquer sur toutes les applications sociales. Vous avez t'as bien ces deux possibilités-là ou pas ? Ça s'appelle comment ? Masquer les notifications de. Et vous cliquez sur toutes les applications que vous voulez rendre muettes pendant que vous êtes ici. Donc le mieux, c'est de mettre globalement les réseaux sociaux, WhatsApp, ce genre de trucs. Ne vous inquiétez pas, on va faire en sorte que certaines personnes, comme vos parents, puissent vous contacter. Et ensuite, vous allez valider ça. Et alors, vous ne pouvez pas le faire sur Android, mais par contre, sur iPhone, vous allez pouvoir aller dans Contact et choisir ceux qui ont le droit de vous contacter. D'accord ? Vous n'allez pas choisir des contacts à bloquer, vous allez uniquement choisir ceux qui ont le droit de vous contacter. Par exemple, moi, quand j'arrive au travail, il n'y a que 3 personnes qui peuvent me contacter, ma femme, mes secrétaires et l'école de ma fille. Okay ? Avant, il y avait ma mère, mais j'ai arrêté, elle m'appelle trop. Donc,
ça permet juste de pouvoir être dérangé par certaines personnes. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vous appeler, ça veut juste dire que le téléphone ne sonnera que et n'émettra de notification que si c'est ces gens-là qui vous appellent. Et une fois que vous avez fait ça, vous validez. Et maintenant, à chaque fois que vous allez vous approcher à 100 mètres de votre lycée, le mode va s'activer automatiquement. Parce qu'on vous a géolocalisé. Et ça va limiter vos applications. Vous pouvez modifier ce mode, modifier son fonctionnement, modifier des applications. Mais globalement, dès que vous allez vous éloigner à 100 mètres, votre téléphone, dès que vous allez vous approcher à 100 mètres du lycée, votre téléphone va changer sa capacité à vous envoyer des notifications. Vous pouvez même créer des fonds d'écran différents sur votre téléphone. Vous pouvez créer des fonds d'écran différents pour avoir un écran d'accueil totalement différent. Je ne peux toujours pas vous montrer parce que c'est sur mon téléphone, mais par exemple, sur mon écran d'accueil habituel, j'ai tout un tas d'applications, tout un tas de choses qui me permettent de prendre des notes. Et dès que j'arrive à mon travail, je n'ai plus qu'une seule application sur mon téléphone et il change de couleur. Ce qui me permet de savoir que j'ai mis ce mode-là. Et il change de couleur et la seule application que j'ai, c'est une application qui me permet d'ouvrir la porte de mon cabinet quand les gens sonnent. Parce que c'est la seule application dont j'ai besoin. Et vous pouvez en créer autant que vous voulez en fonction du lieu où vous vous trouvez. Vous pouvez en créer en fonction de l'heure de la journée. Par exemple, si vous voulez que le soir, vous ne voulez plus avoir accès à certaines choses et plutôt avoir accès à d'autres. Par exemple, moi, le matin, je n'ai pas accès à tout un tas de choses de messagerie. En revanche, j'ai accès à l'application podcast. J'ai accès à l'application pour lire des livres audio, à une application pour faire du sport. Et elles sont accessibles directement depuis mon écran parce que c'est ce dont j'ai besoin le matin entre 5h et 7h. Et vous pouvez vous en faire une révision que vous activez quand vous voulez. Et à ce moment-là, ça limite les notifications assez facilement. Donc vous pouvez créer ça pour vous aider à avoir des moments de présence et de conscience complète où vous n'avez pas votre téléphone qui vient vous gêner. Dernière petite chose avant qu'on se quitte, je crois. Ouais. La notion de réveil. Alors, la plupart du temps, quand on dit aux gens ne mettez pas votre téléphone dans votre chambre, la réponse c'est oui, mais c'est mon réveil le matin. Ok. Alors, on a inventé un truc il y a très très longtemps qui s'appelle le réveil. Ça vaut 10 balles. Ça peut vous donner l'heure pendant la nuit sans avoir à bouger parce que ça ne s'éteint pas. Le matin, ça peut vous diffuser la musique que vous voulez ou mettre un bruit horrible pour être sûr de vous sortir du lit. Et évitez d'avoir ce téléphone qui vous réveille. Pourquoi ? Parce que c'est extrêmement facile d'appuyer sur le bouton rappel. Qui utilise le rappel le matin ? Combien de fois ? 1, 2, 3. Le record est à 8. Ok ? Est-ce que vous savez combien de temps il dure ce rappel ? 9. Il dure 9 minutes. Est-ce que vous savez pourquoi il dure 9 minutes ? Pour qu'on s'assure de bien se réveiller. Pas du tout. Ça n'a rien à voir avec le sommeil. La raison pour laquelle il dure 9 minutes, c'est qu'à l'époque où on a inventé ce rappel, les horloges étaient toutes mécaniques et qu'il fallait trouver un rouage de l'horloge qui faisait un tour sans rencontrer aucun obstacle. Et la seule roue qui faisait ça dans un mécanisme d'horloge, elle faisait un tour toutes les 9 minutes. Donc c'est absolument pas physiologique. La seule chose, c'est que les gens avaient tellement l'habitude que ça dure 9 minutes qu'on a remis ça sur les réveils analogiques, sur les réveils digitaux, et qu'on a remis ça sur les téléphones parce que les gens sont habitués à ce que ce snooze dure 9 minutes. Okay ? Donc ça n'a rien à voir avec la physiologie, c'est extrêmement mauvais d'utiliser ce truc, parce que ça vous rendort, et comme vous commencez votre sommeil par un sommeil profond, vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai parlé de sommeil profond et de sommeil léger, le sommeil profond, quand vous vous levez, vous êtes arraché. C'est très compliqué de sortir d'un sommeil profond. Le sommeil léger, quand on en sort, ça va. Et c'est la raison pour laquelle, parfois, quand vous vous levez en plein milieu de la nuit, vous vous dites, là, je commencerai bien ma journée. Parce que vous êtes réveillé la plupart du temps dans un sommeil léger. C'est à ce moment-là que l'envie d'aller aux toilettes peut vous réveiller ou un petit bruit peut vous réveiller. Okay ? Et vous vous dites, mais c'est trop bien. Et vous vous rendormez derrière, vous rendormez 2-3 heures, et quand vous vous levez, impossible de se relever. Parce que vous êtes endormi dans un sommeil, vous êtes réveillé dans un sommeil profond. C'est pour ça qu'il faut essayer de caler son sommeil comme ça. Mais évitez d'avoir un réveil, d'avoir le téléphone. Si vous l'utilisez dans votre chambre, il ne faut pas qu'il soit sur votre table de nuit, il faut qu'il soit à l'autre bout de la pièce. Il faut que pour l'éteindre, vous soyez obligé de vous lever, ou que vos parents râlent parce que ça fait du bruit et que vous avez quand même réussi à vous mettre un oreiller sur la tête. Okay ? Il faut vous lever, et le mieux c'est même de le mettre dans une autre pièce. Dans une autre pièce, mais vous pouvez l'entendre quand même. Normalement, si on se lève, qu'on va dans une autre pièce et qu'on appuie sur le snooze pour retourner se coucher dans une autre pièce, là, c'est vraiment qu'on a un gros problème de sommeil, okay ? Ou qu'on est adolescent. C'est fortement possible pendant l'adolescence. Okay ? Donc, essayez d'avoir un réveil ou essayez de le mettre loin pour être obligé de vous lever et de ne pas réussir à vous recoucher. Donc, pour conclure, avant de vous laisser tranquille, premièrement, avez-vous des questions ? Okay ? Donc, on a vu comment on pouvait
mesurer un peu la difficulté du téléphone, comment on pouvait le réguler un peu, comprendre surtout pourquoi il faut le réguler, que ça ne vient pas forcément de vous, que ce n'est pas forcément quelque chose de volontaire de votre part, que votre cerveau fonctionne comme ça, mais qu'en utilisant, quand votre cerveau se laisse aller comme ça, à aller sur les réseaux parce qu'il aime bien, eh ben, ce n'est pas forcément bon pour vous, parce que ça vous prend un temps fou. On a vu que ça pouvait prendre plus de 2/3 de votre temps éveillé dans la journée. C'est juste pas possible. Vous ne vivez pas pendant ce temps-là. Ok ? Donc essayez d'avoir la relation la plus saine possible avec votre téléphone, sans vous en couper, même si je vous rappelle que enlever complètement le téléphone ne va pas vous tuer et ne va pas amener de phénomène de manque. Essayez de prendre le temps de bien comprendre, de faire en sorte que votre téléphone soit quelque chose qui vous rende service, plutôt que quelque chose qui vous pousse à travailler plus tard, à moins dormir et à vraiment taper sur votre sommeil, ce qui va avoir un effet sur l'intégralité des éléments de votre vie derrière. Merci à tous. Et puis, si vous n'avez pas de questions, passez une bonne journée. Merci à vous aussi, monsieur.